Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mathieu Foudral. On va direction le Cantal. En 2012, il initie un projet de jardin-forêt. Il va nous montrer ce qu'il a mis en place avec la permaculture, l'agriculture successionnelle. Il va nous parler de sa serre bioclimatique. Restez bien jusqu'à la fin, on découvrira ensemble le potager du futur. Ce reportage est présenté par Yalinov. Très important, abonne-toi pour nous soutenir. Si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires. Bon visionnage. Et comment tu gères l'eau? Je gère pas l'eau. Tu gères pas l'eau. Ah non, non. Vu les températures et le climat qui nous annoncent pour 2050, 2075, bah on sera peut-être content d'avoir des Paulownia s'il veut pousser, lui, plantes exotiques, etc. Et que ça envahisse tout, mais les gens, ils ont peur de la vie en fait, quoi. Ouais. Mais oui. Ils ont peur de la vie, quoi. Ouais. Il y a trop de plantes, Ah, ça va tout bouffer. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça dans la vie, déjà, dans la nature. Salut Mathieu. Hello. Salut, merci de me recevoir ici. Du coup, tu peux nous expliquer un peu où on est, ton projet? Donc là, on est sur la ferme des Escuroux. Donc tu vas nous faire visiter un peu cette ferme. Elle fait combien de surface? 1,7 hectare en tout. Ouais. Mais bon, j'ai 5000 m² de forêt, voilà. Ok. Type de sol? Granitique. Ok. Enfin, sableux. Sablo-limoneux. Voilà. Ok. Tu veux nous montrer un peu ce que tu as mis en place? Donc là, on est complètement au nord du truc. Et après, faut bien comprendre qu'après, ça descend à 25% de pente jusqu'en bas, quoi. Ouais, on le voit là, déjà. Voilà. Ouais, jusqu'en bas. Okay. Donc là, on est tout en haut, côté nord. J'avais planté cette haie, moi, commencé à planter cette haie, c'était un peu la haie fourre-tout, où j'avais des plantes, je les mettais là pour délimiter déjà ma limite. Ouais. Et puis pour faire de l'ombre et pour faire un corridor écologique qui reliait les deux massifs forestiers qu'il y a là et là. Avant tout ça, c'était une grande forêt qui a été complètement déboisée dans les années 70. Et moi, mon idée, que ce soit ici ou partout ailleurs, c'est recréer des corridors écologiques pour que la vie puisse circuler un petit peu partout. Insectes, oiseaux, champignons, n'importe quoi. Et que ça puisse vraiment recirculer. Qu'on puisse avoir un système vraiment complet qui fonctionne et pas des choses qui soient cloisonnées. Donc bref, c'était l'idée de faire cette haie pour faire un petit corridor écologique, hein. Bon, ça pas un grand truc. Et donc celle-là date de 2014, comme le verger qu'on va voir tout à l'heure. Après, on le voit, c'est en pente, c'est plein cagnard. Ouais. Et en plus, les râteaux-pieds se sont pointés dessus en cours de route. Ouais. Donc j'ai eu énormément de casses. Vraiment, c'était pas du tout une réussite. À la réflexion, à part la première année, parce que j'avais tout couvert avec de la litière forestière. On y reviendra après. Ouais. Mais une fois que cette litière forestière s'est décomposée, eh bien en fait, ça séchait. J'ai eu vraiment beaucoup de casses. J'ai remplacé beaucoup. Et ça m'a vachement questionné en fait sur comment je peux mettre en place une haie sans que ça soit un bordel sans nom, en fait, pour que ça soit vraiment presque désagréable, quoi. Tu plantes un arbre, tu es là, tu fais un signe de croix, est-ce que ça va prendre, ouais. Bon, tu vois, pour se libérer un petit peu de cette lourdeur. Ouais. Et donc, je me suis intéressé, comme j'expliquais, donc à tout ce qui est succession écologique. Ouais. Essayer voilà, si je fais rien, qu'est-ce qui se passe, en gros? Petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va avoir de l'herbe sèche qui va se mettre en place, et puis petit à petit, on a des plantes qui vont s'installer. Voilà, donc là j'ai fait un petit test de régénération naturelle. Alors le test, il n'est pas super compliqué, hein. Il consiste à mettre 2 clôtures et puis pour éviter que les brebis passent dedans. Et puis, Ok, donc là ouais, on voit les clôtures. Voilà. Et voir un petit peu comment ça évolue. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est pas tant la première partie, c'est la partie intermédiaire. J'ai fait 3 protocoles différents. Je voulais tester pour voir ce qui allait le plus vite possible, plus vite. Ouais. Premier protocole, rien, juste de l'herbe. Okay. Deuxième protocole, de la litière forestière. Okay. Des feuilles, quoi, en gros. Ouais. Dernier protocole, juste du bois mort. Bon, je sais pas, j'ai dit je vais tester ça. Ouais. Le truc est sans appel. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de rajouter de la matière organique forestière, en fait, ça va limiter l'herbe qui, elle, fonctionne sur du carbone, sur de l'azote et de la bactérie. Okay. Donc là, tu rajoutes du carbone, tu rajoutes du champignon. L'herbe, déjà, elle aime beaucoup moins.
Ensuite, ça la couvre, donc ça la fait moins pousser. Et en plus, ça fait exploser la ronce. Donc, le fait de mettre de la litière forestière, en fait, tu gagnes, tu vois, on gagne quasiment 2 ans. On gagne quasiment 2 ans pour la mise en place de cette succession écologique, de cette strate-là. Ouais, dans l'évolution donc ça, c'est cool. C'est cool, c'était une belle réussite d'avoir vu ça. Donc ça veut dire que si on voudrait hâter la succession écologique, il suffit de mettre de la litière forestière. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Après, une fois qu'on en est là, bon, déjà, on mange des mûres, donc ça, c'est cool. Et ensuite, une fois qu'on en est là, il y a 2 choix. Ou alors, on attend que les arbres viennent d'eux-mêmes, via principalement les oiseaux, les petits mammifères, etc. Ou alors, là, en fait, ce qu'on a, on n'a pas un roncier, là, en fait, on a une pépinière. Donc là, l'idée, en plus, cette année, je vais avoir énormément de fruits, c'est de balancer des noyaux, des pépins, des graines, etc. là-dedans. Et puis, l'idée, c'est que ça puisse monter tout seul, protégé de la chaleur, protégé des animaux, etc. là-dedans. Et puis, que ça passe à travers. On va voir combien de temps ça dure. Mais là, imaginez que ce roncier, il n'a que 3 ans. Donc, ça veut dire... va assez vite. Hein. Ouais, ça va assez vite. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est pas très cool. C'est pas très compliqué. Après, bon, le problème du roncier, c'est que ça envahit de l'autre côté. Donc, il faut couper régulièrement. Ça, c'est un petit peu le... Mais bon, on n'a rien sans rien. Tout avoir. Mais là, je fais des tests en ce moment pour justement remplacer la ronce par de la mûre sans épines, qui pour le coup a la même place dans la succession écologique, va couvrir l'herbe, etc. Mais qui surtout n'est pas piquante, quoi. Et qui est un petit peu moins ligneuse aussi. Voilà, donc ça c'est une expé qui est en cours là. Okay. Et si ça marche, ça pourrait être vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que ça se bouture très très facilement en plus. Ouais, donc là, il y a peut-être quelque chose à... faire. Ouais. Ok. Comment tu as fait la conception du mur? Alors, donc effectivement, le zonage, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. On parle beaucoup d'efficience énergétique, on parle beaucoup d'ergonomie. En fait, le zonage, c'est un outil d'ergonomie et d'efficience énergétique. C'est-à-dire que la première énergie qu'on va utiliser, c'est la nôtre. Donc il faut en prendre soin, parce qu'elle n'est pas infinie, loin de là. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'installer au plus près du centre névralgique, c'est-à-dire en gros la maison, mais ça pourrait être un hangar agricole, ça pourrait être une grange, ça dépend du système, quoi, hein. Mais là en l'occurrence, moi c'est la maison. Et là, c'est là où je mets le plus de choses, c'est là où c'est le plus dense, parce que je suis là tout le temps, donc je peux arroser, je peux multiplier, je peux bidouiller, etc. Ensuite c'est autour de la maison, donc c'est important d'avoir des choses jolies, genre des fleurs. C'est vrai qu'au départ, moi, je partais que sur l'alimentaire, mais c'est con en fait, parce que c'est chouette d'avoir des choses jolies, que tu rentres chez toi, tu as des fleurs, tu as des roses, tu as des vivaces en fleurs, c'est quand même cool. Donc voilà, pour moi, la beauté, c'est une fonction en tant que telle, quoi, comme une autre fonction, quoi. Tiens, là, ce que tu dis, c'est une hémérocale. Et est-ce que tu sais que qu'est-ce que tu manges dans l'hémérocale? La fleur, la feuille, la racine. Voilà, c'est ça. T'as vu un peu, je suis calé, hein. Non, parce que tout le monde sait qu'on peut manger. Non, mais il n'y a pas beaucoup qui le savent, ouais. Et en fait, ça, au printemps, là, c'est mes premiers légumes du printemps, c'est l'hémérocale, quoi. C'est délicieux, hein. Ouais, puis c'est beau, délicieux. Ouais. C'est considéré comme un légume, je sais plus, en Asie, je sais plus dans quel pays exactement. Ouais, c'est vraiment considéré comme un légume. Ouais. D'accord. Chouette. Voilà, donc ici c'est le plus dense, il y a vraiment de tout, beaucoup d'aromatiques aussi, puisque là le lieu s'y prête, hein. On est plein sud contre des différents murs. Comme c'est en pente, tout est construit en terrasse, donc ça me permet de valoriser justement ces microclimats-là. Voilà. Après, c'est vrai que l'idée c'est de créer du microclimat pour pouvoir, comme je disais dans l'interview, pour accompagner l'écosystème, l'évolution de l'écosystème, pour permettre des choses et créer des microclimats, c'est permettre de nouvelles plantes de s'installer, de nouveaux insectes, etc. Et donc là, c'est le long des murs, je vais avoir toutes les plantes aromatiques, je vais avoir les citronniers, je vais avoir des plantes spécifiques à des... Voilà, c'est ça, des plantes. D'ailleurs, ça se voit à la couleur, hein, c'est quand même tout est assez... c'est beau là. Assez vert glauque, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des premières zones.
Et ensuite, donc l'idée, moi, c'était de faire un verger multi-étagé linéaire, donc un peu à la Stéphane Sobkowiak, hein, les fermes miracles au Québec, mais un peu plus, parce que lui, il a que 1, 2, 3 étages, je crois. Moi, je voulais le truc que j'avais lu, c'est-à-dire les 8 étages du jardin-forêt. Bon, finalement, j'en suis à 6, 7, 8, 9, ça dépend des endroits, mais bon. Puis voilà, ça c'est pareil, c'est des guides, c'est des lignes blanches à suivre, mais c'est pas non plus, c'est pas un dogme. Hein. Tout ce qui est dogmatique, c'est de la merde, hein, faut pas rentrer dedans. Donc bref, ça commence ici, on distingue les lignes agroforestières. 2012, hein, pour préciser, on l'a pas dit. Alors, première plantation, janvier 2014. 2014, ok. Voilà, c'est plutôt le tour de la maison là, qui a été planté en 2012. Donc il y a et voilà. 10 ans, 11 ans. Ouais. Et donc, j'ai fait un système particulier, mais on va aller voir sur place. On se balade en même temps, carrément. En place. Voilà, donc c'est vrai que là, on a de la chance, ça fait 2 ans quand même qu'on a une pluviométrie à peu près correcte, donc ça y est, ça pousse. Quoi. Ça foisonne là. Ça foisonne là-bas, tu vois, j'ai les premiers... Les premières mûres de mûrier cette année. Juste derrière, on devine les Leagnus ombellata. Bon, à côté, le cassis. Des légumes vivaces, là, on a un exemple. Là, c'est l'oseille épinard, le sarrasin vivace, qu'on va retrouver un petit peu partout parce que déjà, je trouve que c'est une plante magnifique. Et c'est une plante qui est excellente. Les feuilles sont très très bonnes. Alors, comment tu le manges ça? Parce que j'en ai chez moi, je ne sais pas comment le... Alors moi, cru comme ça? Ah non, c'est dégueulasse. Quoi. Ah voilà, c'est pour ça que je me disais c'est pas bon. C'est pour ça que c'était pas bon. Non, moi ce que je fais systématiquement, je cuis à la vapeur. Et après je fais revenir à la chinoise, quoi, dans un truc gras, de l'huile, choses comme ça. Ça c'est le truc de base. Comme un épinard, quoi. Bah, c'est des légumes verts en fait. Donc je les fais à peu près tous de la même façon. Après, voilà, il y en a d'autres qu'on peut faire en... Oui, on sait ça, quoi, à vapeur. Vapeur de base, et après, tu peux les cuisiner de toutes les façons possibles. D'accord. Voilà, donc, notre légume vivace, bon, on va en revoir plein, hein, c'est toujours les mêmes, hein, mais donc ça, c'est l'égopode. Égopode, podagraire. Alors ça, c'est pareil, c'est un couvre-sol, c'est quelque chose en termes de couvre-sol. Et puis, c'est très bon. Et là, ça produit, pour ainsi dire, toute l'année, quoi. Toute l'année, tu peux bouffer du verre quand même, c'est chouette. Voilà. Et donc lui, il se plaît bien, il se plaît particulièrement en sous-étage côté nord des buttes, là où c'est un peu plus frais, plus humide. Et là, des fois, j'ai des feuilles vraiment énormes. Et voilà, et ça, je peux en bouffer quasiment toute l'année, quoi. Tiens, il y a quelques fruits qui restent du ragoût minier. Prunus tomentosa. J'ai jamais goûté ça. Jamais goûté le ragoût minier. C'est rigolo parce que ça ressemble en tout point à une groseille et quand tu le manges, tu as un noyau au milieu, c'est assez déstabilisant. C'est une petite prune, quoi. C'est une petite prune. Bon, là, c'est le dernier qui reste. Là, il est un petit peu supplanté par tout le reste. J'en avais plusieurs, mais bon, il n'est pas forcément au top. C'est bon, Mais c'est une petite prune, quoi. Il y a des variétés jaunes, je crois, qui sont plus grosses. Voilà, bon, cerisier, classique. Donc tu as beaucoup paillé au début. Ah non, c'est ce que tu disais, tu as des rats aux pieds, mais là, en termes d'entretien, pour parler d'entretien... les premières années, j'ai paillé énormément. Obligé, Ah bah ouais. De toute façon, tu n'as juste pas le choix, en fait. Parce que ton ennemi, c'est dans un système agroforestier comme ça, ton ennemi, et c'est même partout pareil d'ailleurs, c'est l'herbe. C'est l'herbe, Donc de toute manière, il ne faut pas que tu aies d'herbe. Et même si tu as des rats aux pieds, tant pis presque, parce que sinon, de toute façon, ça va tout te bouffer. La dernière bande que j'ai en bas, une année, j'étais trop à l'arrache, j'ai pas eu le temps de la pailler, et du coup, l'herbe a pris le dessus. J'ai dit, bon, pour cette année, tant pis, tu vois. Aucune pousse. Les arbres n'ont pas crevé, mais comme il y avait en fait, l'herbe a tout bouffé. L'eau, les sels minéraux, aucune pousse, aucun fruit, rien. Ça n'a pas bougé, j'ai perdu une année de pousse. Donc vraiment maintenant, je par tous les moyens possibles, et c'est ce qu'on va voir, que ce soit par du paillage de manière sporadique, parce que maintenant j'en fais quand même beaucoup moins, et surtout par des plantes couvre-sol, j'empêche l'herbe de s'installer. En plus, bon, maintenant ça commence à être un peu ombragé, elle s'installe un peu moins quand même. Le système est vraiment en train d'évoluer, d'ailleurs les plantes bioindicatrices le prouvent, il est vraiment en train d'évoluer vers un système de haies, quoi. Stable.
Stable. Je ne sais pas s'il est stable. En tout cas, on n'est plus dans un milieu arboré où l'herbe règne en maître. Là. Ouais. Elle est plus tellement chez elle, de moins en moins. Ouais, donc tu as moins d'entretien, logiquement. Enfin, moins j'ai beaucoup moins d'entretien. Ouais, déjà, plus le temps passe, moins t'en fais, quoi. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Et franchement, comme j'expliquais, entre le bouquin, les travaux que je fais, j'ai plus le temps de toute façon. Oui. Donc, et on va voir. Ça tombe bien, quoi. Ça m'arrange. Ouais. Ah ouais, mais j'ai bossé en espace vert. Hein. Maintenant, moi, j'en fais, mais je me porte. Hein. Ok. Donc voilà, bon, ça un autre exemple, j'en ai laissé quelques-uns pour la vidéo, là c'est du radis noir là, qui s'est cassé la gueule. Ah ouais. C'est du radis noir alors que je mange l'hiver et puis après je le laisse grainer. Et là ce qu'on voit pas c'est qu'en fait là partout il y en avait. De ça là, il y en avait partout par terre là. Ah ouais. Donc ils ont séché. Donc là je leur fous un grand coup de débroussailleuse avec bienveillance. Comme ça explose les graines et l'année prochaine, quasiment toute l'allée c'est du radis noir. Ok. Radis noir et de la chicorée aussi. Il y en a quelques, mais cette année, elles n'ont pas trop germé à cause de la flotte, je crois. Ouais, ça se ressème comme ça. Ça se ressème tout seul. Et moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai des massifs, c'est que du légume, quoi. Ouais. J'ai du choucal, j'ai du vivace et j'ai du l'annuel, mais c'est de l'annuel spontané. Bon, on le verra quand on ira voir le côté potager, qui n'en est pas vraiment. Hein. Bon, cet arbre, je pense que tu connais. Ouais, pomme du Sichuan. Ouais. Alors lui, il est beau, hein. Ouais, il est extraordinaire. Alors lui, il se plaît pour le coup. Et la sécheresse et la canicule ne lui posent absolument aucun problème. J'ai même l'impression que ça le fait marrer et qu'il pousse. Ça le fait pousser, quoi. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est tellement productif que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, partout, quoi. Hein. Après, bon, c'est un bel arbre. Il faut juste pas se frotter dessus trop près. Mais... Ouais. Magnifique. Voilà, bon après, je ne vais pas faire la présentation de partout parce que sinon on n'a pas fini. Ouais. Et comment tu gères l'eau? Je gère pas l'eau. Tu gères pas l'eau? Ah non, non. Ah non, ça c'était pareil, c'était dès le départ, j'ai dit je n'arrose pas. Il se passe ce qui se passe, live and let die. Si ça doit crever, ça crèvera, mais je n'arroserai pas. Okay. Bon, évidemment, j'ai eu un peu de casse les premières années. Ouais. Pas tant que ça au final, Mais non, je gère pas, je gère pas l'eau. En revanche, les plantations principales sont sur des baissières, enfin sont plantées sur baissières, ce qui change quand même beaucoup de choses. Là, ce qu'on voit là, en fait, c'est les eaux de ruissellement du chemin qui repartent dans la baissière. D'accord. De même que à peu près un quart des eaux pluviales vont dans la baissière. D'ailleurs, on va le voir, tu as des plantes presque aquatiques qui sont en train de se mettre en place là. Quand je parle de création de microclimat, c'est ça aussi. J'ai de la ficaire, j'ai des iris d'eau, j'ai des trucs qui sont arrivés de je sais pas d'où. Ouais. Voilà. C'est l'avantage d'avoir un terrain en pente. C'est ce que je disais, ouais. C'est un peu de conception, c'est un peu de boulot, mais on n'a rien sans rien. Par contre, une fois que le système fonctionne... C'est le jardin de Babylone, quoi. C'est ça. De toute façon, les anciens jardins ottomans et tout, andalous, c'était des vergers, c'était des multi-étagers déjà, et puis c'était construit un peu sur le même... Trop bien. Tu sais, on n'invente rien. Hein. On n'invente rien. Ouais, donc ça, c'est une zone, un potager de zone 2, en gros, que j'utilise pas trop parce que j'ai plus trop le temps. D'accord. Bon, il est là, ce sera certainement le prochain poulailler. Ok. Voilà. Et donc là, on va commencer à rentrer vraiment dans l'allée, quoi. Ouais. Avec donc sur le dessus, là, on la distingue bien. Donc là. La baissière, donc c'est une tranchée que tu as fait pour suivre l'écoulement de l'eau, quoi, pour simplifier un peu. Ouais, c'est une tranchée le long des courbes de niveau qui récupère toutes les eaux de ruissellement. Ok. Donc ça veut dire que l'eau rentre dans la baissière et puis elle finit par s'infiltrer au pied des plantations. Et ça arrose naturellement. Et ça, en fait, c'est une espèce d'irrigation gravitaire passive. Trop bien. Et franchement... C'est efficace. Tu as vu la différence depuis que tu as fait la tranchée? Barjo. Ah ouais? Ah ouais. En fait, j'ai planté des arbres là qui sont dans d'autres contextes au-dessus. Quand il y a des fruits, le calibre des fruits, c'est du x2 en fait. Ah ouais. Donc non, vraiment, ça marche très très bien. Et en plus, si tu pailles ou si tu as des plants de couvre-sol, donc tu as quasiment pas d'évaporation. Donc toute l'eau qui reste en plus, toute l'eau qui rentre, elle y reste. Ouais. Donc non, c'est vraiment top. Ok. Alors bon, faut bien réfléchir, c'est toujours pareil, il ne faut pas faire du copier-coller et mettre des vestiaires partout. Il y a des cas où vraiment c'est intéressant. Là pour moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu le terrain, j'ai fait ok, vestiaire. Ah ouais. Mais bon, 25% de pente. Ouais. Et donc là, bienvenue. Wow. Donc là, diversité, je ne vais pas faire la présentation. C'est dense là. Hein. Je ne vais pas faire la présentation de tout le monde parce que tu n'auras pas le temps. Non. Voilà, juste Mais pour c'est dire... pas trop serré là les plantes?
Je me fais le jardinier, tu sais. Tu fais l'avocat du diable. Bah, c'est pas trop serré. Ça ne concurrence pas trop les plantes? Tu as des concurrences qui existent sur Ouais. Quand même, ouais. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, l'équilibre, il se fait petit à petit. Par exemple, là, j'ai... Ouais. je te dis, hein, c'est live and let die. Hein. Moi, je plante des trucs, elles se débrouillent après. Si y en a une qui bouffe l'autre, c'est que quelque part, c'était prévu. Après, je peux gérer un peu, mais l'idée, c'est d'en faire vraiment le moins possible. Donc, l'équilibre, il va se faire sans moi, quoi. Ok. Donc là, ouais, pêche de vigne. Pêche de vigne, moi, ici, elle fonctionne vraiment très, très bien. Quand je dis pêche de vigne, c'est pêche issue de noyaux, c'est pas greffé. Les pêchers sont assez fidèles. C'est des pêches de vigne, ça? Ouais. Wow. Tu as des fruits, du coup, qui sont bons? Ah, mais tout est délicieux. En fait, par rapport au pied-mer, la pêche est assez fidèle au pied-mer. Mais même, en fait, je trouve qu'elle est complètement fidèle, d'ailleurs. En fait. Tu vois, tu n'as pas de roulette russe comme tu peux avoir avec les pépins. Les pépins, ouais. Et là, moi, ça, c'est un alberge que j'ai planté, que j'ai ramené il y a 15 ans d'ici, qui me refait des petits un petit peu partout, et tout cela, c'en est. Après, j'ai de la pêche de vigne, moi, issue que j'avais dans la famille. Puis je sélectionne, j'ai des brugnons de vigne, etc. Et ça, pour moi, ça me fait une base vraiment arborée, rapide, en termes de pousse, en termes de fructification. Je taille comme je veux, si j'en ai marre, je les enlève. Enfin, tu vois, c'est une plante vraiment intéressante, presque un arbre de bourrage, en fait, je dirais. C'est-à-dire qui est là pour occuper l'espace. D'accord. Typiquement, là, si j'en ai planté le long, là, j'en ai pas tant de planté que ça, mais c'est pour l'ombrage. Ok. Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur la genèse du truc, au départ, donc, c'était juste cette ligne-là. Ouais. Et puis, donc, comme je t'ai dit, avec le climat et tout, j'ai vu les étés, mais j'ai dit, mais je vais crever en fait ici, parce qu'en plus, avec le côté butte, là, je suis carrément à angle droit des rayons du soleil. Ouais. Donc, en fait, ça carbonise au sol, il n'y avait rien à faire. Ouais. Donc, en fait, j'ai refait une deuxième butte le long, ce qui m'a permis d'ailleurs de niveler le sol et d'avoir un accès plat. Ergonomie. Important. Hashtag ergonomie. Et donc là, j'ai planté des arbres de bourrage, des plantes de bourrage. Bon, j'ai les trous là, j'avoue, mais on va voir en bas, c'est beaucoup plus net. Okay. Des plantes plutôt du sud et ou qui poussent vite. C'est pour ça qu'ici, on va retrouver, bon là, on a un arbousier, on va retrouver des pêches de vigne, on va retrouver du paulownia, qui est vraiment là pour ça. Tu nous montres ça, ouais. Que j'ai trogné. Okay. On va retrouver des plantes qui, je sais, elles vont pouvoir supporter les rayons du soleil hardcore qu'il peut y avoir ici. Et là, déjà, c'est un peu plus calme, c'est semi-ombragé. Bon, ici, c'est pas un bon exemple parce que il manque d'arbres. Mais tu vas voir en bas, c'est beaucoup plus net. Et pour avoir encore un autre microclimat derrière qui est complètement nord, au niveau de la baissière, donc frais et humide. Ouais, c'est sûr. Tu sais combien tu as d'espèces ici? Non, j'ai arrêté de compter. Attends, je passe. Tiens, là, un bel exemple de consou de naine. Ouais. Voilà, donc là, elle est affreuse parce qu'elle a fini sa floraison, mais elle a fleuri pendant quasiment 3 mois. On va en voir en bas qui sont encore un petit peu en fleurs. Okay. Et pour moi, c'est le couvre-sol ultime. C'est presque très couvre-sol, peut-être même un petit peu concurrentiel pour les autres plantes. Okay. À voir. Mais en tout cas, ça me fait le job. Si vous voulez, si vous en avez marre de pailler, que vous ne savez pas trop quoi faire pour l'instant, consou de naine, quoi. En tout cas, chez moi, ça fonctionne très bien. C'est rapide. Franchement, en 3-4 mois, elle a tout colonisé. C'est par jour. Wow. Ouais, et puis elle est un peu moins haute que l'autre, quoi. Oui, voilà, elle prend quand même moins de place. Ouais, c'est ça. Après, elle n'a pas certainement les mêmes intérêts. Elle a un système racinaire traçant. Ok. Ce qui n'est pas le cas de l'autre, vu que l'autre, elle va en profondeur. C'est aussi pour ça que l'autre, elle est intéressante par rapport à sa gestion de l'eau, tu vois, dans les horizons. Elle, je pense qu'elle ne fait pas ce job. En tout cas... Elles ont des jobs différents. Ouais, exactement. Tu vois, ça donne... Ça fait des fleurs blanches comme ça? Ça fait des petites fleurs blanches, mais qui ont vraiment, je ne mens pas, été en fleurs pendant 3 mois quasiment. Hein. D'accord. Donc c'est bourdonnant d'insectes H24, c'est fou. Super. Enfin, H24, je sais pas la nuit je dors, mais... Je la connaissais pas celle-là. Consou de naine? Ouais. C'est ça qu'elle s'appelle? Ouais, je crois que c'est le terme. Oui, c'est le terme. Ouais. Ok. Ouais. Donc bon. C'est beau là. Il y a ça, je sais pas. Il y a trop de choses à montrer. Bah ouais, c'est pour ça. C'est ce que tu disais, tu as plusieurs étages là en fait. Ouais. Donc là, ça c'est 2014. Hein. Ça c'est plus récent. 2019. Ouais. 2018. C'est ce que tu as fait après. Ouais. Ok. Mais au final, c'est presque celui-là qui est plus productif. Okay. Couvre-sol intéressant également, c'est l'origan. Ok. Sauf que les années pluvieuses et un peu froides, là, comme ces 2 dernières années, en fait, il a tendance à monter, après il se casse un peu la gueule. D'accord. Ce qui esthétiquement n'est pas ouf, après on s'en fiche, puisqu'il est là. Et lui, c'est pareil, là, il va être en fleurs quasiment tout l'été. Ouais. Donc tout l'été, c'est blindé de fleurs, pollinisateurs.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a à manger pour tout le monde, tout le temps en fait. Tu as des animaux, des trucs qui viennent ici? Tu as observé la biodiversité qui a augmenté depuis que tu es arrivé? Ah mais de manière exponentielle. Ok. Moi quand je suis arrivé ici, donc c'était à la suite du pré là-bas. Donc en gros j'avais des criquets, des rapaces quand ils faisaient les foins. Ouais. Et puis j'entendais les oiseaux dans la forêt autour. Jamais je voyais un piaf. Je mettais des boules de graisse, elles pourrissaient l'hiver en fait. Ouais. Les oiseaux venaient pas. Et puis au bout de 5 ans, je dirais, il s'est passé un truc. J'ai commencé à les voir circuler. Ouais. À partir du moment en fait où de quelque chose de plat, on a eu quelque chose de relief qui a commencé à se faire. Les oiseaux, ils volent dans les vides. Ils voient les vides pour pouvoir voler. Ouais. Et à partir du moment où tu as 2 masses comme ça, eh ben, tu as un vide au milieu de fait. Et quand ils ont commencé à circuler entre les bandes agroforestières, et je me suis dit, ok, ils sont là, ils ont vu, maintenant je vais mettre des nichoirs. L'année d'après, j'ai mis des nichoirs, ils étaient tous pleins. Okay. Donc, et là maintenant, voilà, c'est fou. Maintenant, on a des animaux un peu plus forestiers qui commencent à s'installer, comme les geais, les merles, les choses comme ça. Au bout de 5 ans, tu as vu une... Ah mais c'est sans commune mesure en fait. Parce que là je parle des oiseaux, mais les insectes c'est dingue. Oui, la vie du sol, etc. Les lézards verts qui se sont pointés alors qu'ils avaient disparu au début que j'étais là, après je les ai plus revus et ça fait 3-4 ans j'en vois, mais genre j'en vois beaucoup. Okay. Donc non, il y a du monde, il y a du monde. Bon, plus mes brebis qui viennent pâturer de temps en temps les prairies. Ouais. Donc il y a du monde, ouais. Donc, okay. Ouais, on va rapidement, là, tu as 2 exemples de plantes de service. Okay. Donc le Miscanthus giganteus. Donc lui, son objectif, c'est faire de l'ombre. Il n'a pas fini de pousser, hein. Là, il est qu'à la moitié de sa taille. Là. Qui sert à faire de l'ombre, ensuite de la biomasse. Okay. Et puis donc le Paulownia. Après, on va avoir des exemples de beaux pépères en bas. Pour les amateurs, juste plante de service, plante biomasse, si tu peux développer un chouïa. Ouais, alors une plante de service, c'est une plante qui n'est pas productive de base, tu vois, par contre qui a une production autre. Et la production, c'est les services écosystémiques. Donc l'ombrage, la production de biomasse pour mettre sur le sol, tu vois. Donc là, j'ai débroussaillé, j'ai mis un peu de foin. D'accord. Mais ça veut dire que j'ai débroussaillé, transporté le foin, etc. Là, avec ça, je coupe, je pose. Ok. Chop and drop. On appelle ça le couper-jeter, c'est vieux comme le monde, ça date des années 70, hein, on n'a rien inventé. Ah ouais. Et donc l'idée c'est ça, et c'est biomasse par le Paulownia, par ça, mais aussi par d'autres plantes, quoi. Il y en a un petit peu plus partout, quoi. Trop bien. Donc je joue en fait entre les couvre-sols et les plantes de service comme ça, pour occuper l'espace, et voilà. Et puis donc les pommiers avec les vignes qui grimpent dedans, là. Cette année devrait être une bonne année. Cornus Cusa, on peut en parler du Cornus Cusa. Cornus Cusa. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. Une belle fleur, ouais, je vais faire des gros plans dessus. Cornus Cusa, donc tu peux... Commence à passer un peu. C'est quoi le Cornus, le coin? C'est un cornus, un cornouillet. C'est un cornouillet asiatique, le Cornus Cusa. Et voilà, il fait des petits fruits. Alors qu'il y a des fruits qui sont très très marrants, parce que ça ressemble vraiment à rien, c'est complètement alien. Ouais. C'est rose malabar, ça a une forme super bizarre. C'est très particulier. Après, les fleurs sont vraiment magnifiques. Les fleurs sont très belles. Et les fruits sont pas... Ouais, bon, on va pas sauver le monde avec ça, hein, mais bon. Les fruits sont plutôt sympas. Et puis voilà. Après, c'est un bel arbuste. Moi, ça me suffit, en fait. Comme je disais, pour moi, la beauté, c'est une fonction aussi importante que les autres. Ouais. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens, mais moi, je les trouve beaux, donc voilà, ils sont là. Donc là, c'est le côté sud. Alors côté sud, c'est pareil, je pourrais en faire un milliard de zigzags. Hein. Ouais. Côté sud, là, tu as aussi des thym que je vais chercher sur le Larzac, parce que j'y vais régulièrement. Donc là, il y a du thym, il y a des plantes, il y a du feijoa aussi. Oui, j'ai vu un feijoa tout à l'heure. Ouais. Des choses comme ça, quoi. Et au milieu, tu fais du foin, quoi. Alors avant, je faisais pâturer tout, mais putain, avec les grillages, j'en pouvais plus là. Donc comme je veux pas de grillage... comment dire, de clôture fixe, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans des clôtures. Là. Ouais. Bah écoute, franchement, je le fais à la débroue et voilà. C'est pas bien, mais c'est faire une demi-heure et puis terminé. Quoi. Et ça me permet de faire du foin pour ensuite repailler quelques endroits où j'en ai encore besoin. D'accord, ok. Voilà. Mais l'idée, c'était de pâturer, quoi.
Ouais, clairement. Ouais. C'était l'idée de base. C'était l'idée de base. Ouais. Ouais, Je n'ai pas dit que je ne le referais pas, mais ça m'oblige aussi, ça fait du linéaire de clôture, c'est un peu de boulot à faire. Ok, c'est plus la contrainte, on va dire, Ouais, voilà. temps de... Ouais, puis bon... Mais ça fonctionne, quoi, ça pourrait fonctionner. Ah mais ça a fonctionné comme Oui. ça pendant 10 ans. Hein. Ok, ok. Là, la deuxième, elle est différente. Elle est plus ombragée que la première, mais pour une bonne raison. La bonne raison, c'est le Paulownia, quoi. Bravo. Alors, le Paulownia... Le Paulownia, parce qu'apparemment c'est un arbre magique qui pousse 3 mètres par an, c'est ça? Honnêtement, c'est un peu ça. Il est un peu doré. Bah ouais. Alors après, attention, je sais qu'il pousse pas du tout partout. Hein. Ouais. Là, il est clairement dans son milieu. Ça, c'est un arbre... Il a quel âge, lui il doit avoir 4-5 ans. Ah oui, non, mais c'est... Oui, quand ça veut pousser, c'est pas... ça rigole pas, quoi. Ouais. C'est une variété tu sais, alors j'avoue, non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas quelle variété c'est. Moi, je m'en fous de toute façon. Mon idée, c'est de... tu vois, je l'ai trogné l'année dernière. Parce qu'en fait, il y en a un que je vais laisser monter parce que c'est un bel arbre. Et puis en plus, il est très mellifère. Il fait des belles fleurs et tout. Ouais. Mais la plupart de ceux que j'ai plante, c'est vraiment pour les trogner. Okay. Pour avoir de la biomasse, même si à la limite, j'en ai pas spécialement besoin. Mais c'est pour faire de l'ombre en été et qu'il n'y en ait pas trop le reste de l'année, quoi. Ouais. Parce que à partir du mois d'octobre, le soleil y baisse. Et si tu as un truc énorme de vent, tu vois. Par contre, là, l'été, ça commence à devenir intéressant maintenant. Eh oui. De l'intérêt de la trogne, en fait. Comme ça, en plus, tu le gères. Il ne fait pas de graines parce que dans certains coins, le Paulownia pourrait être plus ou moins invasif. En tout cas, il s'installe assez fortement. Ce qui n'est pas forcément l'idée. Et après tout, j'ai envie de dire quoique, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, le fait de le trogner, de fait, je le fais tous les ans, donc il fait pas de fruits, donc il fera pas de graines. Et j'évite le problème de l'implantation spontanée. Après, j'ai envie de dire, vu les températures et le climat qui nous annoncent pour 2050, 2075, on sera peut-être content d'avoir des Paulownia s'il veut pousser, lui. Lui, c'est une plante en C4, donc en fait, lui, la chaleur, ça ne lui pose pas de problème. C'est-à-dire que les stomates, c'est ça? C'est pas tout à fait la même. Oui, il y a une histoire de stomates et c'est pas tout à fait la même équation bilan de photosynthèse. C'est pas tout à fait la même façon de fonctionner. Du coup, ils n'ont pas de problème avec la chaleur. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils continuent à pousser au-delà de là où les plantes s'arrêtent de pousser, pour simplifier, quoi. Ouais, mais après, par contre, il leur faut quand même de l'eau derrière. Mais bon. Ok. En tout cas, c'est des plantes qui sont plus ou moins plus adaptées aux canicules que les autres plantes qu'on peut avoir chez nous. Donc, ça ne me paraît pas complètement délirant d'installer ce genre de plantes-là. Une fois de plus, faut voir à long terme. Et il y a beaucoup de discussions sur, oui, les plantes sauvages, exotiques. Moi, on me dit souvent, oui, mais vous n'avez pas peur d'installer des plantes sauvages, pas des plantes sauvages, des plantes exotiques, etc. Et que ça envahisse tout. Mais les gens, ils ont peur de la vie, en fait, quoi. Ouais. Mais ils ont peur de la vie, quoi. Il y a trop de plantes, ça va tout bouffer. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça dans la vie, déjà, dans la nature. Et ensuite, je suis désolé, vu la vitesse du réchauffement climatique, vaut mieux rajouter de la biodiversité qu'en enlever, quoi. C'est plus résilient, oui. Parce que, tu vois, par exemple, là, moi, je suis dans la châtaignière cantalienne. Mais les châtaigniers, en 2100, franchement, il n'y en avait quasiment plus, en fait. Et on va les remplacer par quoi? Si on n'a pas préparé le truc, c'est pas les plantes du sud qui vont remonter suffisamment vite. Là, ça va beaucoup trop vite pour tout le monde, y compris pour les plantes de se déplacer. On a mis des autoroutes partout, des trucs. De toute façon, c'est cloisonné, c'est mort. Donc, en fait, c'est à nous d'inventer les jardins de demain qui vont nourrir nos enfants, nos petits-enfants et compagnie. Et moi, je sais que je passe pour un fou, mais ici, je ne te l'ai pas fait voir, mais j'ai planté du chêne vert à Glandou. Ouais. Partout. Ah ouais, qui n'est pas du tout natif d'où tu es. Non, mais par exemple, tu vois, il n'est pas très loin, il est dans le Lot. Il s'est installé dans le Lot depuis que je suis gamin, il s'est installé dans le Lot petit à petit. Et puis il va vivre 500 ans. C'est incroyable. Et en plus, pour le coup, typiquement, ça peut remplacer la châtaigne. Ouais. Ça, c'est un arbre intéressant pour plein de raisons, quoi. Mais effectivement, si personne les installe, ils ne seront jamais là. Hein. Ouais. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier, quoi. C'est un peu ça voilà, l'idée. C'est ça. Et puis, il ne faut pas avoir peur de la biodiversité, etc. On l'a tellement défoncé que, je veux dire, on a beau jeu de attention aux plantes. Ouais. Donc, on a un éventail floristique très intéressant maintenant, qu'on n'aura peut-être pas dans quelques années. Profitons-en. Profitons-en. Et ici, c'est un bon exemple. Tu as une sacrée diversité de... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Là, comme je dis souvent, l'objectif, c'est la biodiversité, mais c'est aussi l'outil, en fait.
On n'arrivera pas à plus de biodiversité sans biodiversité. Tu vois, il y a un processus là-dedans. Et puis, comme je disais, live and let die. Si ça ne se plaît pas, ça crève. Et c'est OK. Mais si ça se plaît, bah, c'est cool à voir. Et si ça se remultiplie, eh ben, essayons de faire un problème, peut-être une solution. Je ne sais pas, essayons de changer notre regard complètement dysfonctionnel sur la nature, quoi. Ah, parce que souvent on a peur, quoi, en fait. Hein. C'est les reculs que je vois, c'est que les gens ont peur, quoi. La peur. Moi, j'ai pas peur. Ça me de fait pas, planter. moi, ça me fait pas peur. Les plantes me font pas peur. Bien au contraire. Ok. Ouais, donc là, puis bon, bah, pour les présentations, bah, toujours du pêcher de vigne. C'est incroyable, ça. J'ai un petit boulot qui s'est installé. J'ai dit, bon, bah écoute, welcome, mon gars. Il est venu tout seul, lui. Ouais, il est venu tout seul. Bah, en général, les plantes qui me gênent pas, je les laisse. Hein. C'est marrant, ça. Au pire, un jour, peut-être je le Il se gêne pas trop, quoi. Pour l'instant, ça va. Et quand bien même, regarde, au moins, on nous fait de l'ombre. C'est clair. Voilà. À côté, c'est un Prunus pissardi, là, le oui. rouge. Ouais, le rouge, ouais. C'est beau, ça. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est même pas qu'il est très intéressant au niveau nutritionnel, au niveau des fruits, mais c'est que je trouve ça joli, ça casse un petit peu le côté vert uniforme. Comme les feuilles de Miscanthus ou de Polonia cassent un petit peu aussi l'uniformité des feuillages des rosacées. Ouais, c'est vrai. Voilà, enfin, moi je suis aussi paysagiste, hein, donc l'idée c'est que ce soit joli. Et voilà, de temps en temps, un petit Prunus pissardi, bah, c'est rigolo. Et ça fait des fruits qui sont corrects. Hein. Pour faire de la compote, ça va bien. Donc on a du figuier, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, celui-ci, je crois qu'il vient de Toulouse. Ok. Donc est-ce qu'il me fera des figues? C'est toulousain. Il fait des chocolatines. Voilà, qu'est-ce que derrière, bah tiens, bah, tu vois, l'intérêt de ne pas avoir peur des plantes en trop. Derrière, j'avais un pêcher là, spontané. Ouais. J'en ai, bon, par contre, le figuier est un peu poussé, mais je m'en suis servi comme porte-greffe pour du. Ah oui, je vois, ouais. Pour de l'amandier. Et j'ai un paquet d'amandiers ici qui pousse sur porte-greffe de pêcher. Attends, tu peux la refaire. Donc c'est quoi le. T'as planté quoi là à la base? Alors j'ai rien planté, c'est un pêcher spontané qui. Pêcher spontané. Voilà, parce que bah, les pêchers sont en haut, donc ils roulent, les pêches roulent. Et puis elles arrivent là, et donc il a germé tout seul. Je voulais pas spécialement un pêcher ici, mais je me suis dit, bah, plutôt qu'en faire un problème, je vais en faire une solution, et j'ai greffé un amandier dessus. Qui fonctionne avec le. Avec le pêcher sans problème. L'amandier en tant que tel pousse pas ici. J'en avais déjà essayé de planter des porte-greffes d'amandier. Ouais. Non, ça ne fonctionne pas. En revanche, bah, les pêchers, tu vois que ça marche. Donc bah, l'un sur l'autre, pouf. Excellent. Donc excellent. là, j'en ai une petite dizaine réparties un petit peu partout, plusieurs variétés sur pêche de vigne. Trop bien. Ouais, le pêche de vigne il va être adapté là, il va bien s'installer. C'est tout l'intérêt de la greffe. Hein. La greffe, ça te permet de démultiplier les possibles. C'est vraiment chouette, quoi. Ça devrait être appris à l'école, la greffe. Ah, c'est clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a du mûrier hein, sans épines, j'en ai foutu un petit peu partout. À mon avis, je vais m'en mordre les doigts plus tard, mais bref, on va voir ce que ça fait. Ici, là? Ouais. Oui, sans épines, mais il y en a un petit peu partout. Ouais. Là, j'ai testé en couvre-sol, là, c'est le Hedera algeriensis. C'est un lierre là qu'on trouve de plus en plus en ville, parce que justement, il craint absolument pas le chaud. Okay. Et il n'est pas grimpant, il est juste rampant. Donc moi, je me dis, ça peut être un bon plan. Donc j'en ai emprunté sur un ou deux ronds-points là, il n'y a pas très longtemps. Okay. Et il est en train de s'installer gentiment. Donc je vais voir comment il réagit, mais l'idée me plaît assez. Je trouve ça assez beau. Ouais. Un couvre-sol. Attends, faut que je filme lui 2 minutes. Ça, j'ajouterai les images. La pergola bioclimatique, mais en mieux. Ouais. C'est ce que je me disais dans ma tête. Tu peux régler en trogne, du coup tu règles la lumière. Ouais, tu peux régler la hauteur de trogne aussi. Hein. Moi, je l'ai fait plutôt haute. Tu peux régler la hauteur. Tu peux trogner plutôt tous les 2 ans. Ou, tu vois. Ok. Ouais, c'est cool. C'est un sacré apprendre. Ouais. Voilà, on va avancer un petit peu à l'ombre. Donc là, toujours pareil, hein, du Sarrasia vivace, le lierre, miscanthus, prunier, pêcher, mûrier. Alors après en petits fruits, j'en ai pas parlé parce qu'il y en a partout. Donc j'ai du cassissier, groseillier macro et caseillier. Voilà. Donc là, là pour le coup, c'est vraiment des arbustes de bourrage. Il y en a un petit peu partout répartis. Et tu les as choisis comment? Pour tester ou c'est ceux que tu as sélectionnés qui sont les plus intéressants? Fut un temps, je travaillais dans un verger expérimental où ils avaient des grandes collections de petits fruits. Okay.
Et quand c'était l'époque des petits fruits, j'y allais, je faisais ma dégustation, je disais celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît. Et puis Trop bien. après, je les ai bouturés et puis voilà, maintenant il y en a un petit peu partout. Je sais pas, je dois avoir une quinzaine de variétés de petits fruits, quoi. Ah, ça te fait du petit fruit. Et puis ça, c'est vrai que c'est une valeur sûre, les petits fruits, quoi. Même Ouais. si tu as des gelées tardives, comme c'est très souvent le cas avec le changement climatique, même vraiment très très régulièrement, ça, tu en as tout le temps. Ça arrive plus vite aussi que les fruitiers. Ça arrive plus vite. Bah là, tu vas voir, hein, regarde. Bon, après, ça, c'est pas un petit fruit, mais... Ouais. Donc la mélanquier. Ah ouais. Bon, ça, c'est pareil, ça, c'est un fruitier génial, quoi. Ouais. Quand je pense que ça vient du Canada, ça... Bon, ça, c'est la variété du Canada. On a des amélanquiers en France, mais... Canadensis, ouais. Ouais. Mais ils sont beaucoup moins intéressants au niveau du fruit. Oui, tu en as d'autres variétés plus grosses et tout, mais il se plaît bien ici, quoi. Bah écoute, ça se remultiplie assez facilement par marcottage. J'ai essayé par bouture, mais ça marche pas. Ouais. Par semis, apparemment, je vais essayer de faire des semis cette année. Enfin, je vais pas essayer, je vais faire des semis cette année, Ok. qui permettra de les adapter un petit peu plus aussi au lieu. Ok. Parce que bon, le problème c'est que là c'est que du clonage à chaque fois, donc. Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir plus de diversité, quoi. Ouais, l'idée ce serait pour l'adaptation au climat en particulier, tu vois. L'idée ce serait de faire des semis régulièrement. Donc ouais, ça c'est vraiment un super arbre qui se plaît bien, qui fait un paquet de fruits, on voit. Ah ouais, puis c'est bon. Ah, moi j'adore ça. C'est vraiment très très bon et ouais, un bel arbuste. Et là c'est rentable quand tu fais plusieurs sauts par arbre, t'es content quand même. C'est pas les cassis, quoi. C'est bon. Mm. Il y a de quoi manger par ici. Oui. Ouais, ah, c'est... Voilà. Ah, alors lui, j'ai décidé de pas le trogner justement. Déjà pour voir un peu la forme qu'il a et puis pour voir ses fleurs, parce que je sais qu'il a des fleurs vraiment intéressantes. Il fleurit avant le feuillage. Ok. Et c'est des fleurs violettes, bleu azur, enfin bleu-violette, quoi. Bon, moi là pour le coup je parle comme un livre parce que je les ai jamais vus. Justement c'est pour ça que je le laisse pousser et normalement je devrais d'ici l'année prochaine je devrais avoir les premières fleurs, j'espère. Ça fait c'est très pour les abeilles là, ça fait du voilà, miel. C'est ça, ouais. Crois, ça fait du miel d'assez bonheur, donc. Ouais, ici c'est un peu le paradis des butineurs. Ah ouais. C'est trop beau. Donc ouais, j'ai pas dit, un petit peu régulièrement il y a de la patate aussi. Ah, au pied de. Mmh. Pied du Polonia. Ouais, en fait la patate je crois était là avant le Polonia. Parce qu'en fait j'en récolte de temps en temps, c'est des pommes de terre primeur. Ok. Et au début je les utilisais, il y avait moins d'ombre comme couvre-sol en fait. Alors ça couvre le sol qu'une partie de l'année, mais ça fait quand même bien le job. Ok. Et puis ça me fait des patates. Puis après, quand tu les récoltes, ça abîme pas trop les racines, parce que moi c'est ce qu'on m'avait d'éviter ça, mais t'as pas. Quand tu récoltes les patates, du coup, tu n'abîmes pas les racines du Polonia. Les racines du Polonia, je pense qu'elles sont vachement plus profondes que les racines des patates. Ouais. Les patates, elles sont en surface, quoi. Bon, ça n'a pas l'air de le déranger, en tout cas. Non, il a l'air de le vivre assez bien, ouais. Alors. Oui. En canopée. La canopée de ma forêt jardin, en fait, alors, je parlais du buzz tout à l'heure. On n'en sort pas. Alors, mais après, je suis tombé dedans à chaque fois. Le pommier kazakh. Donc, mis en lumière par un film là, qui a fait beaucoup parler de lui, etc. Soi-disant donc un pommier très vigoureux, enfin soi-disant, non, un pommier très vigoureux dans son origine, dans son aire d'origine, qui est quand même le Kazakhstan. Très vigoureux, qui fait des fruits qui ont été sélectionnés par l'ours. Encore une belle histoire, qui a été sélectionné par l'ours. Du coup, les fruits sont sucrés, gros, etc. Voilà. Donc tout pour plaire. La pomme du paradis, quoi. Puis c'est au niveau judéo-chrétien, c'est très connoté aussi la pomme, quoi. Il y a plein de choses derrière. Ouais. Mais qui dit pommier du Kazakhstan, dit Kazakhstan, en fait. Parce que clairement, apparemment, le Cantal n'est pas comme le Kazakhstan. Parce que moi, donc j'ai quand même une dizaine de variétés de pommiers kazakhs. C'est pas vraiment une réussite, quoi. C'est pas la meilleure réussite que j'ai faite, quoi. Ils sont sensibles. Certains, il y en a un, le plus gros qui est là-haut, là, il est sensible à l'oïdium, par exemple. Okay. Enfin, je crois que c'est de l'oïdium. Non, c'est peut-être pas de l'oïdium. En tout cas, une maladie fongique. Maladie fongique qui lui fait quasiment perdre tous les ans. À cette époque-là, là, il va perdre toutes ses feuilles. Okay. Il repart après. Mais bon, voilà. D'autres qui sont très sensibles aux pucerons, par exemple. Okay. Et puis clairement, les pommes sont pas bonnes, quoi. Ouais.
T'as pu ça me expérimenter. fait des bazars comme ça qui sont à peine bonnes pour la confiture, Ouais. dont certaines ont zéro sucre. C'est une pomme sans sucre, ça fait vraiment bizarre, on n'a pas l'habitude. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était pas vraiment une réussite. Bon, moi je m'en sers comme tuteur pour mes vignes, qui elles pour le coup font des gros raisins qui sont bien bons. Ok. Donc tout n'est pas perdu. Voilà. D'un problème, j'ai fait une ressource. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Ouais. Mais voilà, donc une fois de plus, attention aux trucs magiques qui fonctionnent à tous les coups. Ouais, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas de plantes miracles qui poussent partout. Hein, Non, après c'est intéressant quand même de tester. Hein, mais... Je sais que dans beaucoup de projets, quand même, les retours que j'ai, c'est qu'ils poussent super bien, quoi. Mais bon, comme quoi, tu vois, il y a des endroits où ça marche pas. Donc s'il y a pas de copier-coller, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais bon, comme je te disais, ici c'est quand même particulièrement hostile. Ouais. En particulier pour les pommiers. Les pommiers, ils ont du mal ici. Ok. Ouais, c'est lié au. Ouais, c'est lié au sol. C'est lié au sol, ouais. Ok. Ah ouais, tiens, on en reverra d'autres, mais cet arbre-là, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est un arbre de service. C'est un mûrier à papier, le Broussonetia papyrifera. Il pousse vite, lui, non aussi. Il pousse vite et c'était l'idée d'ailleurs. Donc là, cette année, j'ai essayé de le trogner, voir comment il réagissait. Ouais. Bon, il réagit un peu bof, mais Okay. voilà, l'idée, c'est de pousser, qu'il pousse vite pour me faire de l'ombre, vite. Ouais. Bon, le fait de l'avoir trogné, c'est pas une réussite, mais bon. Ouais. Comme je dis, je cherche. Faut essayer. Ouais. Voilà, donc je réinstalle. Alors celui pour le coup c'est un pêcher qui a été greffé. Ok. Voilà, parce que je sais que ça pousse bien ici, donc voilà. Il fait des grosses pêches pour le coup. C'est vrai que les pêches de vigne elles sont bonnes, mais bon, Elles c'est sont de pas petit calibre. c'est quand même du petit calibre. Okay. Là, celle-là, je l'ai sélectionnée justement parce que c'est un gros calibre. Et t'as greffé sur pêche de vigne? Un pêcher sur pêche de vigne? C'est ça. Ah, c'est un pêche de vigne, ça, Ouais. le porte-greffe. Le porte-greffe, c'est pêche de vigne. Ok, super, trop donc bien. on va voir justement Je voulais voir si ça fonctionnait. Voilà, si le calibre en fait dépend du porte-greffe ou de la variété. Ouais. Normalement, plutôt de la variété, mais Ouais. bon. Ok, ouais, je serais curieux de voir le résultat. Ouais. Donc là, une plante là, que j'ai testée cette année, c'est le cornouiller, un cornus, mais des variétés fruitières. Ouais. Parce que le cornus, c'est quand même bien costaud, mais bon, on va voir, je sais pas. Ouais, il fait des fruits des fruits rouges là, un petit peu de cerise. Après, je pense qu'il a déjà pris ses premiers coups de soleil. Voilà, donc lui, tu le connais. Arbre faisant. Voilà. Bon. Oh, lui, il pousse bien. Ça dépend où. Là, Ouais, il pousse bien parce qu'en fait, si tu veux, au-dessus, d'ailleurs, c'est corroboré par la présence de sureau. Ouais. Au-dessus, en fait, j'ai toutes les eaux grises qui arrivent. Ok. Et j'ai fait ce qu'on appelle une pédoépuration dans la baissière. C'est-à-dire qu'en gros, le pédoépuration, c'est une épuration par du broyat où il y a des micro-organismes. D'accord, qui ok, vont je connaissais pas. Si, c'est un truc c'est le plus simple possible que tu puisses trouver. J'ai tout fait, les phytoépurations et tout, mais c'est vraiment des usines à gaz, c'est le cas de le dire. Ouais. Là, c'est juste une tranchée avec du broyat dedans et des arbres autour qui vont en fait amener des micro-organismes, et c'est les micro-organismes qui épurent dans le broyat, tu vois. D'accord, ok. Et le trop-plein va dans la baissière. Donc je ne perds pas une goutte ici. Ouais. Tout va dans les plantations, quoi. Ouais. Et du coup, c'est rigolo parce que là, donc, on voit la flore, elle a changé. J'ai des sureaux qui se sont installés. Là, j'avais de la ficaire, des choses comme ça. J'ai des plantes qui poussent différemment. Tu vois, celle-là, elle est très belle. Ailleurs, elle est moins belle. Ouais. J'ai des plantes aromatiques, mais tu vois que c'est trop humide pour elles, donc elles chopent l'oïdium ou la fusariose. Ouais. Voilà. Et c'est ça la création de microclimat. Ça te permet vraiment de jouer. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu en fait. Ouais. C'est un jeu de construction. Ouais, quand tu as compris un peu comment tout fonctionne. Tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux vraiment te plaisir. faire plaisir, et puis ça prend, c'est super, et ça prend pas, et ben c'est pas grave. Ouais. De toute façon, la nature est prodigue, hein, je veux dire, c'est facile, hein, une fois que tu sais greffer, marcoter, bouturer, semer, Après, il faut s'amuser, quoi. ouais, je pense que c'est vraiment la clé en fait. Faut pas que ça soit une tannée. Donc toujours les mérocales. Je me sers, hein. Je t'en prie, hein. J'adore. Donc voilà pour cette zone-là. Ok. Et après, donc il y a celle du fond là-bas. Ouais. Alors elle, ce que je t'expliquais, c'est plus on s'éloigne de la maison, en fait, moins j'en fais. Ouais. Et ça se voit assez cruellement en bas. Ok. C'est beaucoup plus simple. Après, il y a des plantes intéressantes dans le sens où là, j'ai mis tout ce qui était invasif. Donc il y a du framboisier, il y a du topinambour, il y a... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, je sais plus. Bon, par contre, il va falloir que j'élague un peu les pommiers bientôt. Là. Voilà, tu vois, lui, par exemple, il me fait des pommes normalement à peu près correctes, mais en termes de calibre, c'est lamentable. Et là, tu vois, regarde.
Ah oui, d'accord. Normalement, il y en a à chaque pied. Ok. Tu t'es mis une vigne dans l'idée que ça grimpe. Ouais. Et Et ça que ça marche. se confonde à tout ça, quoi. Voilà, et ça marche très bien. Même dans l'idée que j'avais, c'était même si ça pouvait éventuellement même carrément arche. faire une arche. Bon, là, ça va être compliqué, mais c'est en cours. Donc là, ouais, cerisier pousse très bien ici, bah, t'as qu'à voir. La pousse de l'année. Cerisier pousse très bien. Encore un amandier. Si je te dis que cet amandier, il a 2 ans après la greffe. 2 ans. Après la greffe, hein. Greffé sur pêche de vigne. Waouh. Oui, non, c'est à peine incroyable. Les amandiers sont bien ici alors. Bah, il semblerait, ouais. Après, est-ce que je vais avoir des fruits? Ah, C'est encore une autre paire de manches. Bah, ça, c'est néflier. Néflier à gros fruits sur néflier sauvage. Néflier sauvage, je les récupère dans les bois. Et donc, ouais, néflier à gros fruits. Bah, on le reconnaît parce qu'il est quand même beaucoup moins piquant que l'autre. Parce que le sauvage, là, c'est une horreur. Ouais. Les fruits sont pas mauvais, mais c'est vrai que c'est petit. Donc là, j'attends, peut-être cette année, je vais avoir les premiers. Oui, ça fait pas très longtemps que c'est greffé. La reprise était impressionnante, hein, j'ai eu 100% quasiment. Donc là, une autre plante dans la liste des plantes qui font fail, c'est l'azérolier. Ça, azérolier, aubépine à gros fruits. Donc là, qui est planté depuis maintenant bien 6 ans, 7 ans, et j'ai jamais eu un seul fruit. Jamais. Et on voit, il pousse un peu bizarrement. Ça, j'ai jamais trop compris. Il y a des trucs, des arbres, ils font pas de fruits, quoi. Ouais, j'en ai un paquet ici. T'as une explication ou... Oui, c'est une carence en quelque chose. Ah, ok. Et moi, ici, c'est pas étonnant qu'il y ait une carence en quelque chose. D'accord, il manque de quelque chose. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. Voilà. Et puis donc, bah, le Drossonetia papyrifera, qui fait des espèces de fruits rigolos. C'est marrant, ça. Ouais. Donc lui, je ne l'ai pas trogné, mais j'ai l'impression qu'il réagit assez mal à la trogne, donc on va le laisser comme ça. Et lui, tu vois, bah, c'est pour faire de l'ombre, il fait bien le job. Alors tu vois, je les taille un petit peu pour qu'ils partent de manière latérale. Ouais. Pour avoir un peu de fraîcheur l'été, quoi. Ouais. Ouais, tu tailles pour pouvoir circuler, quoi. Ouais. Mais là même, tu vois ce que je disais, là, il va falloir que j'élague les pommiers, là. J'ai horreur de me baisser quand je passe. Il y a des choses que tu aurais fait différemment, du coup, avec le recul? Ouais, j'aurais installé beaucoup plus de plantes de service, j'aurais installé beaucoup plus de couvre-sol. Ça, c'est clair. Dès le départ? Ah ouais, dès le départ. Ça, c'est... Bon, bah voilà, ça sert à ça. D'expérimenter, c'est pour apprendre. Ouais. Mais si j'ai un conseil pour ceux qui veulent se lancer, pensez couvre-sol. Ok. Parce que là, bah déjà, prospection racinaire, les micro-organismes du sol qui font la fertilité du sol, 80% c'est dans les racines des plantes. Donc vaut mieux une plante couvre-sol que juste du paillage qui va t'amener certes un petit peu de matière organique, etc. Mais l'autre aussi va amener de la matière organique, mais dans le sol. Et en plus des micro-organismes et tout. Okay. Donc pensez à ça. Et puis des plantes de service, bah, genre Polonia ou pas, j'en sais rien, mais voilà des trucs qui vont amener, là tu as un miscanthus, tu as un mûrier à papier, des choses qui vont amener de l'ombrage et de la protection, quoi, assez rapidement. Okay. À savoir que ces plantes de service, il faut s'en occuper, quoi. Il faut s'en occuper, il faut tailler régulièrement, il faut gérer l'ombrage. Là où on était tout à l'heure, tu vois, l'année dernière, c'était trop à l'ombre. Franchement, il n'y avait plus rien qui poussait, quoi. Il n'y avait plus de soleil qui passait à cause des Polonias, justement. Ah ouais. Donc ça veut dire que si tu mets en place des plantes comme ça, il va falloir être là pour couper un peu. On n'a rien sans rien, quoi. Ouais, parce que l'image qu'on peut avoir du jardin-forêt, c'est des fois tu plantes plein de trucs et puis ça pousse tout seul. Ouais, mais c'est fini ce temps-là. Ouais. Non mais ça faut le dire qu'il y a quand même des interventions à faire, quoi. Un minimum, ouais. Après, l'idée, c'est quand même d'en faire le moins possible. D'où le problème que j'ai avec la syntropie aussi, où là, tu sais que... c'est très... Non, là, c'est plus, tu te promènes. Normalement, j'ai toujours un sécateur à la main. Ouais, tu viens, je me balade, clac. C'est pas grand-chose, mais chaque fois que je passe, je coupe un truc, ou j'arrache quelque chose, ou je... Bon. Oui, c'est pas non plus... Non, il ne faut pas que ça soit une tannée. Si c'est une tannée, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre dans le système. D'accord. Tu vois, un excès de travail, ça indique quelque chose. Il y a un manque de quelque part. Exactement, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ouais. Donc plutôt que de continuer là-dedans, voilà, faut se poser et se dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux améliorer ça. Ok, super. Alors plante du sud, il y a le kaki aussi. Plante du sud, il y a le kaki, ouais. J'adore moi les kakis. Putain, mais moi j'arrive pas à en greffer. Ah ouais, ça fait des années que j'essaye de greffer. J'ai tout essayé, l'anglaise, l'écusson, la fente. J'arrive pas. Ah ouais.
Je connais pas bien. Faudrait, dites-nous en commentaire, du coup, comment greffer le kaki. Ouais, je veux bien parce que là, je sèche un peu. Ouais. J'en ai encore refait plein là cette année, rien. Alors, est-ce que c'est La les greffons? période. Est-ce que c'est les greffons qui Il n'y a pas une merdouillent? période aussi, je crois. Alors, je crois que ça se greffe plus tard. Je Ouais. crois que c'est au mois de mai. Alors, c'est vrai que, mais bon, moi, au mois de mai, ils sont déjà en feuilles, donc sur le principe, ça me paraît étonnant. Mais... Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Une C'est période. peut-être là où je pêche, ou Ouais. alors la conservation des greffons, c'est ce que je me dis Ouais. aussi peut-être. Ok. Bon, après, voilà, ils sont là, ils font le job, ils font de l'ombre et ils feront des fruits peut-être plus tard. Ok. Voilà. Ça marche. Et donc là, après, sur la droite, là, c'est framboise, quoi. Ok. Bah, je te dis, cette zone-là, comme je voulais pas l'entretenir, je me suis dit, je vais mettre un maximum de trucs qui vont... T'as un peu toutes les variétés. Ouais. J'ai surtout de la jaune, parce que je préfère la jaune. Ah ouais. J'ai fait à mon goût. Mais j'en ai installé une autre au bout, là, qui va faire son job d'invasion. Oh là là, mais c'est très bon ça. Ah bah oui. Et encore là, J'en ai normalement, pris elles une sont- bien mûre là, ici là. normalement, elles sont plus sucrées que ça. Ah, c'est Bon, faut dire, attention, je suis passé hier déjà. sucré et Ah, pour moi, c'est parfumé les quand même. meilleurs. Hein. Parfumé, ouais. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est les Fall Gold. Alors, on les trouve assez peu dans le commerce et pour plusieurs raisons. Là, déjà, le calibre. Ouais. Et ensuite, elles s'écrasent. Elles ne tiennent pas du tout Ah le ouais. Oui, j'ai vu en tirant. transport. Ouais. Et pour ça, mais sinon, pour moi, c'est les meilleurs. Hein. Ouais. Je me rappelle un petit vin de framboise que j'avais fait avec la Fall Gold. Ah ouais. Bah, c'était jaune. Vin de c'était framboise, jaune. c'est possible, ça? Ouais, ouais. C'était jaune comme ça, avec du vin blanc. Trop bon. Mais il marche aussi avec les confitures. Voilà, et puis comme je te disais, en plante de service, la Tennessee. Alors ça, je sais pas d'où elle sort, je ne l'ai jamais installée. Ouais. Est-ce que c'est moi ou quelqu'un qui s'est baladé avec des graines de Tennessee sous les chaussures un jour? Un oiseau, un truc. Ouais. Et depuis, voilà. Bon, Euthanasie, pareil. c'est ça. Au début, je voyais ça en inconvénient parce que pour moi, c'était super invasif. Ouais. Mais en définitive, en termes de couvre-sol et de plantes de service, c'est top, quoi. Ok. C'est vraiment top. C'est une plante mellifère aussi. C'est une plante qu'on peut utiliser, qui est d'ailleurs traditionnellement utilisée comme antiparasitaire ou insectifuge. Donc on en met, c'est pour ceux qui ont des poules, dans la litière des poules, Ah ou ouais. pour les chiens aussi. Traditionnellement, c'était les plantes qu'on mettait c'est ce qu'on appelle les plantes à paillasses. Avant qu'on ait des matelas, les gens dormaient sur des paillasses, Ouais. sur des espèces de sacs remplis de plantes, de trucs comme ça. Et Ah ils ouais. mettaient de la Tennessee justement, Ah contre ouais. les insectes. Ok. Bien. Donc là, en fait, pour les poules, c'est pas mal, principalement. Ah, ça sent. Contre les poux. Ça sent le. Et a priori, ils faisaient ça aussi pour les chiens. Aussi. Ok. Voilà. Donc voilà, notre pommier kazakh avec sa vigne attitrée, qui commence à être... En fait, l'idée que tu t'es dit, c'est que les pommes sont pas géniales et du coup, je vais mettre une vigne pour. C'était Honnêtement, un peu ça l'idée ou pas? j'avais déjà prévu de mettre une vigne. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais. Mais tu peux confondre les deux récoltes, quoi. C'est ça la question qui s'était posée. C'est-à-dire La vigne et la pomme. confondre, c'est-à-dire Tu peux récolter avoir les deux. Il n'y a pas la vigne qui va prendre le dessus sur les pommes ou qui va faire Alors- trop d'ombre aux pommes ou inversement. Alors après, c'est pareil. La vigne, dans un arbre, ok, mais tu la tailles. Ok. Bah ouais, sinon, c'est clair que elle va tout recouvrir. Ok. Ouais, donc faut la tailler. Ouais. Ah ouais. Ok. Il On y la a un voit. minimum à faire. Après, c'est pas grand-chose. Hein. Enfin, Ah ouais. moi, je sais pas faire. Je fais ça de manière empirique. Ouais. Je garde un axe principal et je taille à 3 yeux les axes, enfin les branches secondaires. Ok. Écoute. Ah, c'est énorme. Là, elle est. Ouf. Ah oui. Ah oui, non. Elle mais... est tout en haut. ça Ah y est. ben oui, ça y est. Ouais, t'as la récolte après. Bon, une petite échelle, un truc. Ça en fait pour les oiseaux aussi. Oui, bon, c'est sûr que c'est un peu un délire, mais après la vigne dans les arbres, c'est quelque chose de traditionnel, hein, ça sort pas de nulle part. Hein. Moi, j'adore. Hein. Après, effectivement, ça nécessite de conduire les arbres et la vigne d'une certaine manière, Ouais. pour justement pouvoir récolter et l'un et l'autre pour éviter les problèmes de concurrence. Moi, je fais ça un petit peu à l'arrache-moyeu, j'avoue. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que tu combines sur un seul espace, là, tu combines ouais. double. Enfin, Eh ouais. c'est ça qui est intéressant aussi. Sur des petits espaces. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire la distinguo entre l'agriculture et la permaculture en termes de rendement. On parle de rendement à l'hectare en agriculture. Moi, je parle de productivité au mètre carré. Ouais, C'est-à-dire que là, sur 1 mètre carré, mettons 2 mètres c'est carrés, ça. je vais avoir, je sais pas, prenons l'exemple, là, j'ai un cassissier, framboisier, pommier, Tennessee, vigne. Voilà, sur 2 mètres carrés. Et je pense qu'à certains endroits là-bas, c'est bien pire encore. Ah ouais.
et des Tu aurais oiseaux. conscience du nombre de pois en récolte sur 1 mètre carré, justement? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible à définir ça. Ceux qui donnent des chiffres, ils sont bien bons. Ouais, puis le poids des pommes n'est pas le même que le poids de. Donc c'est compliqué de Oui, toute puis façon. ça dépend des années. Ouais. Il y a un moment, les chiffres, Ouais. tu peux tout leur faire dire et Ouais, c'est pas n'importe faux. quoi. Donc non, moi, souvent, en termes de formateur, d'ailleurs, je me fais souvent railler par les stagiaires. Je leur dis souvent, ça dépend. En fait. Parce qu'ils veulent une réponse claire, nette et précise. Je dis, Ouais. bah non, en fait, ça dépend. Ouais. Mais ça se voit en tout cas. Mais ça se voit, ouais. 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 Voilà, donc on a encore un petit peu de topinambour, mais je vois que les ratopies, ils ont fait le ménage. Ouais. J'en avais beaucoup plus, mais bon, c'était... Bah, c'est pareil, hein, ce que je te disais, tous les légumes racines. Il y a encore quelques pommes de terre qui ne m'ont pas trouvé, mais c'est vrai que systématiquement, si j'en remets pas, ils finissent partout. Ils sont encore là, quoi. Ah oui. Ah oui, ils sont partout. Bah, je sais pas si tu fais gaffe, des fois, on s'enfonce en marchant dans l'allée. Et c'est quoi les prédateurs des ratopiers? Ah bah c'est toujours les mêmes, hein, les renards, les rapaces, les petits mustélidés. Sauf que bah il y en a trop quoi. Ouais. Il y en a trop, il y a un vrai déséquilibre. C'est vraiment le symptôme d'un profond déséquilibre écologique. Ok. C'est pas normal en fait. Parce Ouais. que normalement on dit oui, mais c'est des cycles. C'est pas des cycles, c'est plus des cycles. Là, ils sont là, H24, enfin toute l'année, tous les ans. Alors, ils attaquent plus ou moins, en effet. Là, c'est vrai que je suis relativement tranquille ces dernières années, mais je sais pourquoi. Ok. Le problème du ratopier, en fait, c'est qu'il ne boit pas d'eau. Toute l'eau qu'il va trouver, c'est dans les racines des arbres. Ah ouais. Donc, quand il fait chaud et sec, non seulement tu as tes arbres qui souffrent et compagnie, et en plus, ils se font bouffer par les ratopiers. Il y a eu des étés, mais c'était le Mordor, hein, vraiment. C'était l'horreur. Il y avait tout qui tombait et ils me bouffaient tout, en fait, parce qu'ils crevaient de soif. Ah ouais. C'est ça le problème du ratopier. Donc, oui. comme on a des années pluvieuses comme ça, Ouais. ça va. Il n'y a pas une grosse pression. Ils sont là, ils me bouffent un ou deux trucs, mais Ouais. franchement, là, on arrive à coexister, ça va. Ouais. Après, s'il fait très Et chaud... l'été, ils sont là aussi. Ils sont sur- sous la terre, donc il fait plus surtout frais. là l'été, en fait. Ah ouais. Ok. Là, on arrive à la période où ils vont commencer à vraiment bouffer des trucs. Ok. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à se spécifier sur tout ce qui est potager, quoi. Ok. Pareil. C'est intéressant ça. Ah ouais tiens, t'en passes quoi des fixateurs d'azote? De quoi? Des fixateurs d'azote, t'en penses quoi? Allez, on va se mettre à l'ombre. Ouais, donc je disais, qu'est-ce que t'en penses des fixateurs d'azote à intégrer dans les projets? Je sais qu'il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles en effet. Bah, moi j'étais de l'école de Fourmètre parce que c'était un peu une... Bill Mollison en parle dès le départ des fixateurs d'azote et donc c'est devenu un peu la norme. Ouais. Dans toutes les guildes on dit qu'il faut des fixateurs d'azote, etc. Et c'est vrai que moi j'étais resté là-dessus aussi. Hein. J'en ai implanté au final pas tant que ça d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai essayé d'en implanter un certain nombre. Ouais. Bon, clairement je voyais pas de différence avec et sans. Ok. Donc je sais pas. Je sais que Stéphane Sobkowiak, hein, j'en parle pas mal, lui pareil il mettait des féviers à intervalles réguliers sur ses alignements de verger, Ouais. pour ce côté fixateur d'azote. Après moi il me vient deux problèmes, enfin un problème en particulier, c'est que les plantes qu'on fait pousser, elles n'ont pas besoin d'azote. Enfin, principalement c'est du fruitier. Enfin, sur le principe, un fruitier, il a plus besoin de potassium ou d'autres choses que d'azote. L'azote, c'est plus pour les légumes annuels, les plantes feuilles, les légumes feuilles, des choses comme ça, Ouais. qui produisent de la feuille ou de la pousse, quoi. Tu vois, mais en fait, un fruitier, t'as pas envie qu'il pousse, en fait, tu veux qu'il fasse du fruit. Ouais, c'est Donc vrai. tu mets pas d'azote. Donc déjà, il y a une petite incohérence dans le système. Je dis, bon, ok, pourquoi pas, fixateur d'azote. Bon. Et puis en fait, je suis curieux, donc je me suis un peu penché sur les fixateurs d'azote. Et au niveau de la biblio scientifique, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Alors ça marche pour les annuels, mais il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, le fixateur d'azote, déjà, il ne fonctionne pas partout de la même façon. C'est-à-dire s'il a un sol qui est correct, il n'a pas besoin en fait de fixer l'azote. Donc en fait, il va avoir une fonction de fixatrice d'azote très mesurée, on va dire. Ouais. Ensuite, le fixateur d'azote, il utilise lui-même l'azote qu'il produit. Et ça peut aller jusqu'à 60%, je crois, c'est pour le haricot. Bon, c'est un exemple. Mais le févier, c'est 10%. En fait, il consomme une partie de l'azote qu'ils produisent. Et comme je l'ai dit, dans certains contextes, un endroit, par exemple, qui est fumé régulièrement,
bah, y a de l'azote dans le sol. Bah, du coup, tu n'auras pas d'intérêt de fixateur d'azote. Donc voilà, ça, il faut être pareil, il faut être très mesuré là-dessus. En revanche, ça reste quand même une famille qui est super intéressante en termes de plantes de service, chop and drop, en termes mellifères, en termes alimentaires. Donc ouais, c'est clair qu'il ne faut pas se passer de cette famille. Ouais. Mais une fois de plus, comme je disais, remettre tout en question tout le temps en fait. Parce qu'au final, quand tu grattes, bah, c'est pas si systématique que ça. Okay. Après, ça a d'autres fonctions qui sont intéressantes et voilà, en quel cas ça vaut le coup. Okay. Un petit peu comme la fonction de nutrient pump, là, accumulateur dynamique et compagnie. Et ben ça c'est pareil, j'ai fait des recherches scientifiques. Là pour le coup, l'IA elle m'aide pour les recherches scientifiques quand je veux vraiment aller quelque chose. Chercher vraiment en profondeur, chose que je ne trouverais pas sur les moteurs de recherche. Je vérifie les sources à chaque fois, etc. Ouais. Et bien cette histoire d'accumulateur dynamique, pareil. En fait, j'ai pas vu spécialement de biblio là-dessus. C'est quoi ça que je connais pas ça? Pompe à nutriments, ça fait partie des fonctions qu'il faut avoir dans les guildes. Tu en as plusieurs, tu as mellifères, machin truc, fixateur d'azote et pompe à minéraux. C'est des plantes en fait qui vont concentrer un certain type de minéraux présents dans le sol, plus ou moins absents de la surface du sol, mais qui vont les assimiler, les faire rentrer dans leur feuillage et ensuite dans la litière. Et ensuite, qui vont rendre en fait biodisponibles des minéraux qui ne sont pas là. Je pense par exemple au charbon et au phosphore. Mm. Mais au final, ce côté-là, il n'est pas vraiment, il n'est pas flagrant en fait. Okay. Tu vois, on dit souvent, la consoude fait très bien le job, par exemple. C'est pour ça que I love consoude. Ouais. La consoude fait très bien le job. Elle concentre les minéraux, consoude consolidée, tu vois, parce que c'est plein de minéraux. Mais une fois de plus, je pense que la clé, c'est la biodiversité. Chaque plante va assimiler tel ou tel minéraux plus que d'autres. Et plus tu as de plantes, plus tu vas avoir une accumulation de minéraux en surface, quoi. Mm. Tu vois, il n'y a pas une plante qui va faire le job. Il n'y a pas de règle absolue, j'ai l'impression, dans les trucs. Et une fois de plus, quand tu ne sais pas, tu plantes de tout. Ouais. Enfin, c'est un petit peu rapide, mais c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et pour l'instant, c'est plutôt efficace. Ouais. Ok, donc planter. Voilà. Ça marche. Allez, go. Ça, c'est ce qui m'occupe. Comme on dit. C'est ce qui m'occupe un petit peu ces derniers temps là. Donc, comme on voit, c'était une ancienne maison qui était beaucoup plus grande que ça, qui s'est en partie effondrée. Elle était toujours cadastrée comme ruine. Okay. Et donc j'ai fait remaçonner un petit peu certaines parties des murs. Okay. Mais l'existant était déjà là. Ouais. Et en fait, j'ai monté une structure dessus. D'accord. Comme il y a un mur nord qui est semi-enterré, en fait, et une face sud qui est vitrée, c'est ce qu'on appelle une serre bioclimatique, qui va se servir de l'inertie du mur pour accumuler les calories, la chaleur, et la redistribuer ensuite l'hiver, la nuit, ou bref. Ça va faire en sorte de tempérer un peu les écarts thermiques qu'on peut avoir avec une serre classique, surtout en plastique. Moi, j'en ai installé une là-haut, et en fait, j'en suis pas satisfait parce que dès qu'il fait super soleil, super chaud, ça monte à 45 dedans, et ça n'empêche pas de geler non plus derrière, quoi. Il n'y a pas de régulation thermique, il n'y a pas de tampon thermique. Et là, en fait, ce système-là, il est fait juste pour les tampons thermiques. Donc, tu as les calories qui sont stockées et qui sont redistribuées un petit peu. Alors il y a des ouvertures pour limiter. C'est ça ce que j'allais te dire, ça peut chauffer quand même, mais avec le mur et tout. Mais tu as une aération quand même qui est. Ça isole quand même. Ouais. Et ça isole, ouais. C'est la pierre, ça isole. Et là, pour le coup, comme tu as moins d'amplitude thermique, l'idée c'est de faire un maximum vraiment de production en étant plus serein sur le climat. Ouais. En fait, moi j'avais toujours l'angoisse là-haut, ouvrir, fermer, arroser. Là, ce sera beaucoup plus confortable. Parce que j'avais déjà une petite activité de pépinière un petit peu en off. C'est ce que j'allais te dire, c'est pour multiplier les plants, c'est pourquoi que tu vas t'en servir. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis pépiniériste au départ. Ah, ok. Donc, c'est un peu mon job. Donc, j'en faisais un petit peu de manière, anecdotique, vraiment anecdotique. Et pour toi aussi, quoi, j'imagine. Et surtout pour moi. Ouais. D'ailleurs, la première pépinière, elle était pour moi, ça, c'est clair. Je filais ou j'échangeais les surplus, mais... et là, l'idée, ce serait, avec un outil de production comme ça, commencer à passer à l'échelle, parce qu'il y a vraiment de la demande. Les gens veulent des plantes de qualité, pas des prix insupportables comme on peut trouver souvent. Ouais. Donc voilà, puis moi, c'est mon boulot, j'aime ça, quoi. Et comme j'ai envie de partager du savoir, j'ai envie de partager mes plantes aussi, quoi. C'est cohérent, ouais. Ça fait partie du même acabit. Et puis bon, je commence à avoir, comme tu as pu le remarquer,
un bon potentiel, un bon pool T'as un beau génétique, parc, ouais. un bon pool génétique C'est clair. local. Ouais. Donc bah, ce serait d'en profiter, d'en faire profiter un Les petit peu, autres. ouais. Trop bien, Et génial. puis agriculture de cueillette, bah, c'est des plantes aussi particulières. Donc T'as une donc- idée déjà de tout ce que tu veux multiplier ou... je pense que je vais partir principalement sur du légume vivace ou de la Ouais. vivace. Ouais. De toute façon, ce sera de la vivace. Ouais. Fruitier, j'ai déjà essayé, mais bah, déjà avec les râteaux-pieds, le sol est pas. Puis j'ai pas, comment dire, j'ai pas tellement de place. Je suis pas vraiment un endroit où je peux faire de la pépinière, quoi. Tu vois. D'accord. En revanche, de l'horticulture de base avec des vivaces, ouais. Ça, et puis moi, ça me brancherait vraiment, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Super, ben merci. On va aller voir du coup ce que ça peut donner un potager de vivaces. Allez, parti. Allons voir le potager du futur. Voilà. Le potager de cueillette. Donc là, on est toujours en zone 1 autour de la maison, hein, donc c'est très très dense. Bon, Ouais. on reconnaît toujours le sarrasin Le spécial. vivace. Bon, alors lui, c'est vrai qu'il est chouette et en plus, il se reproduit vraiment très très vite. Il est assez invasif, mais moi, les trucs invasifs qui se mangent, ça me va. Ouais. Ah. On parlait de buzz tout à l'heure. Bon, il y a eu le buzz de la spirale aromatique, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Hein. Donc forcément, je suis passé par là. Je l'ai fait. Et il me tarde de la démonter. Ah ouais. Ouais. Bon, après, c'est joli, hein, mais je dis pas, mais bon, ça prend beaucoup de place pour finalement pas grand-chose. Oui, on voit plus trop la spirale là. Non, ouais. Bah, après, c'est l'égopode, il est légèrement invasif. Enfin, j'ai Ouais. que des trucs invasifs d'ailleurs. J'ai de la menthe, de la mélisse, de l'égopode. Mais ouais. Bon, je l'ai faite. Ok. Donc alors, le faux potager, je sais même pas vraiment comment l'appeler. Je sais pas, c'est un jardin. Comment on l'appelle? Dites-nous en commentaire des noms, des idées de noms pour faire le buzz. Ouais. Non, en gros, c'est le potager de zone 1. En gros, c'est là où je viens chercher à manger, quoi. Que ce soit salade, les légumes verts, les herbes, les choses comme ça. Ok. Donc, alors, il y a les petits systèmes de climatisation naturelle. Ouais. Hein, donc, l'albizia. Et puis là, donc, on va faire plantation. Donc, toujours l'égopode qui est en train de monter, là, un petit peu. La livèche. Donc ça, c'est un aromate super intéressant, surtout depuis que les râteaux-pieds me bouffaient systématiquement tout mon persil. Donc je ne pouvais plus avoir de persil. Donc la livèche remplace avantageusement le persil. C'est du céleri vivace. C'est une tuerie. Moi, j'adore. Je connais pas bien ça. La livèche. La livèche, ouais. On l'appelle l'âge des montagnes. Je ne suis pas certain que ça pousse sur Toulouse, là, vers chez toi. Ah ouais, t'as raison. Ça, C'est bon, hein? ça ressemble, ouais, au persil. Bon, lui, là, j'attends qu'il pousse un peu. Il faudrait que je l'arrose. C'est le Tuna sinensis. Mmh. Alors, le Tuna sinensis, tiens, c'est pareil. Hein. Franchement, goûte, tu vas voir. Ouais, je connais. Tu connais? Mais ceux qui connaissent pas goûter. Goûter. Et ça a une espèce de goût. Sarrasin grillé, un peu. Ouais. Sésame grillé, sarrasin grillé. Non, sésame grillé plutôt. Oignons, Alors, cacahuètes. Ouais. Un ouais. peu. Et ça, je pense qu'en pesto, donc là, cette année, là, il commence à pousser un peu. Il a galéré un peu, mais là, j'ai l'impression que cette année, c'est parti. Donc, je pense qu'en pesto, ça doit être pas mal du tout, ça. Ouais. Mais bon, on appelle ça l'arbre à salade. Je défie quiconque de manger une salade que de ça. Hein. Faut aimer le. Non, ça reste un condiment, je pense. Après cuit, il faut voir. Après cuit, il faut voir. Ouais, je pense que ça perd un peu peut-être. Ouais, c'est possible. Donc, on retrouve le sarrasin vivace parce que, bon, comme je t'expliquais, il est légèrement invasif, mais en même temps, bon. Donc lui, là, je vais le faucher. Enfin, je prends la cisaille, tchac, tchac, tchac. Je prends ma brassée, je vais à la maison, j'épluche. Bon, je peux le faire sur place, mais il fait chaud. Et puis voilà, comme je t'expliquais, légumes verts. Vapeur. Vapeur, ouais. Là, j'ai plus qu'un exemplaire, j'ai pas intérêt à le rater celui-là. Alors moi, je travaille beaucoup avec les légumes vivaces et les annuels qui se ressèment. Et la roche en fait partie, les annuels qui se ressèment. Bon là, c'est pas tellement ressemé, j'ai plus qu'un pied, donc j'espère que je vais pas perdre la variété. Je l'ai depuis au moins 15 ans, si c'est pas plus. Ouais. Donc elle se ressème tous les ans, tu vois, mais là Ouais. c'est... Voilà. En termes d'annuels qui se ressèment, cette salade là, donc ça c'est de la radicchetta, on l'appelle aussi cressonnette du Maroc. Ok. Maroc parce que elle vient certainement du Maroc et c'est vrai qu'elle résiste très facilement à la chaleur. Elle tarde à monter, tu vois. Ah ouais. Elle est douce, elle est jamais amère. Oh, c'est vraiment une super salade. Et là j'ai pas semé de salade hein, en fait. Là Ça s'est j'en ai, ressemé tout seul? j'en ai repiqué, ouais. Attends, Il suffit de laisser grainer un pied de salade. Et là tu as des salades sur 3 générations. Quoi. Trop bien.
Donc ça pousse partout. Hein. La Dans roquette aussi chez moi, ça fait ça. Dans les murs, dans les murs, ça aime bien se mettre dans les murs, partout, absolument partout. Donc voilà, ça c'est cool, c'est du non-jardinage. C'est l'idée de ton potager ici, c'est d'avoir un potager sans entretien, entre guillemets, une gestion comme le jardin-forêt, quoi, finalement. Moi j'en fais, mieux je me porte. Donc c'est pour ça que j'alterne avec les annuels qui se ressèment et les vivaces. Donc là c'est la roquette vivace. Ah bah oui. Donc roquette vivace, j'attends les premières graines, là je vais en foutre partout, parce qu'en fait c'est délicieux. Ouais, moi j'adore. Et c'est surtout, on s'en occupe pas. L'ail éléphant, donc moi j'utilise les feuilles comme condiment là, dès le printemps, enfin dès le printemps non, là, au mois de janvier. Ah, tu peux utiliser les... Ah ouais, moi je mange surtout les feuilles. Ah, je savais pas. Après de temps en temps je me sors un bulbe, mais sinon je mange surtout les feuilles. Ok. La ciboulette, donc qui se fait envahir par la salade. On a des problèmes qu'on peut, quoi. Ouais. Voilà, ciboulette, moi qui remplace quasiment l'oignon, quoi. Ok. J'utilise ça quasiment tous les repas. Ça, l'ivèche, c'est beaucoup une cuisine d'herbe. Hein, ça se rapproche fortement de la gastronomie orientale. Tu vois, on cuisinait beaucoup les herbes, plein d'herbes différentes, aromatiques. Ouais, et souvent des trucs vivaces en plus. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je m'inspire de ce qu'ils font, parce qu'en fait, c'est un petit peu le même type de cuisine, quoi. Mais ah oui, d'accord. Et tu fais comment justement? Tu vas voir des recettes, Ouais, je fouille. tu fouilles et tu trouves des trucs. Ouais, puis j'ai pas mal de bouquins aussi qui donnent des idées assez inspirantes. Et tu vois, par exemple, le sarrasin vivace, ça c'est oriental, asiatique en tout cas, par exemple. Ouais. Et en fait, la plupart, je me rends compte, des trucs comme ça, c'est asiatique. Je crois qu'on a vraiment tout perdu, nous. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a C'est qui assez effrayant, quoi. Ouais. Donc, moi, ça me dérange pas de faire venir des plantes d'ailleurs pour potentiellement les réinstaller ici, les indigéniser, quoi. Il faut les réapprendre tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on a toujours de l'égopode, Ouais. parce que lui c'est comme d'autres trucs, on peut pas s'en passer. De toute façon, une fois qu'il est là, c'est hyper invasif, donc l'égopode, faut pas mettre ça dans son potager, faut pas faire comme moi. Ok. Allez, regarde, consoude, égopode, voilà, t'as compris le T'as compris le voilà, truc. il y en a partout. Donc là, c'est une petite zone où je fais... donc là, le potager, cette année, c'est vraiment la portion congrue. Hein, c'est vraiment le minimum syndical. Donc là, j'ai fait quelques pommes de terre, quelques patates. Ah, mais c'est cool de voir qu'il y a des trucs quand même. Donc là, comme j'expliquais, c'est moitié pépinière, moitié potager. Donc là, j'ai de l'origan doré, j'ai des semis de poivrier, du Sichuan, j'ai un estragon qui traîne par là. Ok. L'armoiscola, parce que c'est sympa. Ouais. J'ai des semis de Polonia, j'ai de la mauve de Mauritanie, j'ai quelques... Un chou géant, non? Ouais. Alors lui, c'est un hybride que j'ai fait entre du choucal et du chou de Menton. En fait, c'est un espèce de choucal vivace. Enfin, comme le chou de Menton ici, c'est-à-dire qu'il dure 2 à 3 ans. Lui, il a 2 ans. Et comment ça hybride? Quelque chose en particulier? J'avais mis du choucal, des choux de Menton. Ah ok, t'as récolté les graines? Et les deux, pour une fois, ont fleuri en même temps. J'ai récolté les graines. Les autres ressemblaient tous à du choucal, sauf lui. Ah. Lui, il continue à pousser alors que les autres faisaient leurs fleurs et crevaient. Il poussait, puis il fait des feuilles comme ça. Incroyable. Ouais, c'est une petite... C'est une variété que tu as créée alors du coup? Bah oui, c'est le chou Mathieu. Voilà, j'ai pas fait grand-chose, hein, c'est la nature qui a tout fait. En tout cas, celui-là, je vais récruper précieusement les graines. Ouais, complètement. Et puis voir, parce que ça se trouve, la variété n'est pas fixée, donc on va voir ce que ça donne. Carrément. En tout cas, c'est rentable. Hein. Ouais. Le truc qui dure 2-3 ans, ça fait des feuilles comme du choucal, un petit peu plus épaisses, mais vraiment plus grosses. C'est impressionnant. Okay. Ah là là, on s'amuse à la campagne. On s'amuse comme on peut, on n'a pas la télé. Comme des petits fous. Là, j'avais une zone, j'avais fait des semis qui ont tous avorté. Ça m'apprendra à travailler sur l'annuel. Mais en plus, c'était des légumes vivaces, mais il n'y a rien qui a pris. Mais en revanche, tu vois ça là? C'est un basilic, ça? Amarante. Amarante? Donc on peut voir ça comme un légume, on peut voir ça comme un problème. Mais en fait, l'amarante, c'est trop bon. C'est un super aliment. Ok. Très très bon. Donc là, en fait, je vais commencer à les éclaircir un petit peu pour qu'ils puissent grossir. Arroser bien comme il faut et ça peut faire des feuilles comme ça, une tige comme ça et tout est comestible. Tout se mange et c'est super bon. D'accord, ok. C'est vraiment délicieux. Cuit ou cru? Cuit. Ouais, ok. Ouais. Et c'est vraiment délicieux. Super. Donc finalement, tant pis, je vais quand même arriver à manger quelque chose là-dessus. Ouais. Comme tu disais, c'est une nouvelle opportunité. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Semis spontané d'armoise annuelle.
Ouais. Artemisia annua. D'ailleurs, qui n'est pas annuel, hein. Ça c'est les pieds qui étaient là l'année dernière. Hein. Et ils ont passé l'hiver. Ah ouais. Mais ça se ressème un peu tous les ans, j'en ai un peu tout le temps. Bon, pas que je l'utilise, mais bon, elle est là, ma foi. Bon, un autre légume vivace intéressant, donc c'est l'oseille. Ça, c'est la large de Belleville. C'est une oseille qui ne pomme pas. Donc, Ok. elle fait des feuilles quasiment toute l'année. J'en Ok. bouffe toute l'année. Mais vraiment, il n'y a pas d'interruption, quoi. Même l'hiver, il y en a. Il y en a moins, mais il y en a. Ah, ça, c'est cool ça. Ouais. Ah, parce que des fois l'hiver tu peux te dire, bah, même au potager t'as pas grand chose. Ah, mais avec les légumes vivaces, c'est fini. Hein. Ouais. Avec les légumes vivaces, t'as à manger tout le temps. Hein. Ah, ça, c'est... Moi, j'utilise beaucoup le choucal aussi. Je te disais, le choucal comme salade d'hiver, en fait. Ok. Je sème, je ne vais pas tarder à le semer, là, d'ailleurs. Il va commencer à pousser gentiment, tu vois, un peu limité par les chaleurs. Mais à partir de l'automne, il va se mettre à pousser et ça couvre des superficies. J'ai de la salade plus très très riche, beaucoup plus riche que de la salade d'ailleurs, tout l'hiver. Ok. Cru, cuit. Génial. Donc là, l'oignon rocambole, bon, qui est pas... Outre le fait qu'il est rigolo parce que bon, il fait des trucs. Oui. C'est Mais trop bon, marrant à chaque fois. À part ça, c'est pas plus intéressant que ça. Sinon, bah, je l'utilise comme de la grosse ciboulette, quoi. Ouais. Voilà, donc chou d'Aubenton. Aubenton. Moi, qui commence à souffrir un peu, il est grand temps que j'arrose. Lui, il me sert de... C'est un pied mère en fait que après j'utilise des boutures et que je mets là-bas. Je mets dans le verger, multi-étagé. Ouais. Qui en bout de 2 ans, ça peut vraiment faire un bon couvre-sol. Ouais, il est bien lui. Hein. Ouais, il est bien. Après, bon, les boutures, elle est alternative, tu vois. J'en avais mis un paquet, il n'y a rien qu'à pris. Ah. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là, j'ai quelques semis plus ou moins ratés de néflier du Japon. Un légume d'été. Ouais, je vois là, t'as mis un coup de bombe. De quoi? La couleur là. C'est génial, hein? C'est génial. Ouais. C'est le kénopode géant. Kénopodium giganteum, comme son nom C'est l'indique. marrant qu'il fasse du Voilà. comme ça là. C'est trop beau. Il est magnifique et dans les bonnes conditions, il peut monter vraiment haut. Ouais. Donc là, j'en avais l'année dernière. J'en ai laissé grainer, ainsi que l'amarante. Ça, c'est une autre amarante. C'est l'amarante pourpre. Ok. Classique. Donc pareil, comme l'autre, comestible, sauf que l'autre, je vais la manger avant. Quand celle-là sera finie, je pourrai manger celle-là. Ça prend le relais. Ça prend le relais. C'est pour Trop ça que je parle souvent d'étalement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Dans le temps. Ouais. Avec un système comme ça, j'ai tout le temps à bouffer. Alors je dis pas que je vais me péter le ventre et compagnie, mais Ouais. j'ai tout le temps à manger. Les cultures se suivent en fait. C'est le but. Ouais. Et j'en mange même l'hiver. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'oseille épinard aussi. Ça, c'est des semis que j'avais fait, que j'ai pas du tout désherbé, mais bon, ils sont là de toute façon. Oseille épinard. Ok. Ouais. Voilà. Bon, là, c'est une zone où j'ai mis énormément de biomasse. Là, je vais planter les courges dedans. Ok. Et puis après, là, tout ce qui me reste, c'est le côté un petit peu pépinière, plus ou moins abandonné de ce côté-là. Et là, encore quelques arbres qui me restent, des porte-greffes, des semis, des greffes, des boutures. Voilà, j'ai un petit peu. Voilà. La zone pépinière, fut un temps, il y en avait beaucoup plus que ça. Là, j'ai vraiment lâché Ouais. J'ai un peu lâché l'affaire pour l'instant. Ouais. Peut pas tout faire là. Oui, c'est sûr. Et voilà. Donc là, j'ai un peu de biodiversité quand même là aussi. Ouais, puis t'as tout un bois là. Ça va, t'as pas trop. Ça fait pas trop d'ombre ça Bah, ça te protège en même temps. tu vois, c'est plutôt pas mal l'été en fait. Parce que le soleil, il arrive comme tard. Ouais. Donc, T'évites les grosses chaleurs. Ouais, ça évite, ça garde quand même l'humidité assez longtemps. Tu vois, là, il y a une partie du jardin qui est encore à l'ombre alors qu'on est, Ouais, c'est vrai. pas être loin de midi. Quoi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que par exemple, pour les légumes annuels, là, t'oublies. Hein. Ouais, voilà. Par contre, pour les légumes vivaces, là, ils sont bien là. Ils sont au frais et c'est ce qu'il leur faut. Ok. Légumes annuels, ils n'auront pas assez de lumière. D'accord, ok. C'est ça aussi, les légumes vivaces sont vachement plus souples, vachement plus malléables. Tu vois, tu peux tu peux les mettre dans beaucoup plus de contextes que les légumes annuels. Ils sont quand même sélectionnés pour pousser dans un contexte bien précis. Et je trouve ça vachement limitant en fait. Ok. Les contextes bien précis, c'est le plein cagnard et plein de flotte et plein de fumure. Moi, c'est pas ça dont je veux quoi. Ah, il y a un paquet d'avantages finalement quoi. Moins d'entretien. Je trouve. Ouais. Tu peux planter plus, un peu plus partout. Ça implique, par contre, effectivement, ça implique vraiment de revoir son alimentation. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Ouais. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. C'est du faut boulot. Se documenter, c'est du boulot. Quoi. Si les gens veulent se documenter, il y a 2-3 infos dans le bouquin. Ah bah oui, ça c'est un peu plus. Ouais. Ok. Hémérocal, on en a parlé, hein, c'est un légume en tant que tel. Hein, dans certains pays asiatiques, c'est un légume. Tout se mange. Les boutons floraux, les fleurs, les feuilles, les racines, il paraît. Ça, les racines, j'ai pas goûté. Ouais. C'est beau. Ça, c'est une des rares fougères comestibles. La Matessia. Ok. On mange
On mange les crosses, les jeunes crosses au Ouais. printemps. Bon, je t'avoue que je n'ai pas goûté encore. testé. Mais bon, c'est connu, c'est américain, je crois. Et bon, de toute façon, c'est une belle plante. Que je trouve. Ouais, J'adore, c'est magnifique, j'adore les les fougères. Donc moi, déjà, rien que pour ça, ça me va. Et c'est l'une des rares qui est comestible. C'est des plats traditionnels dans certains États américains, je crois. Ouais, effectivement. Ouais, voilà. Donc là, un qui a rien à faire là, enfin bon, il a sa place, mais c'est un hortensia quoi. Que j'avais récupéré. Et donc là, on a de l'égopode panaché. Ah ouais. Aussi beau que bon. Ouais, c'est beau, ouais. Et là, j'ai commencé à replanter moi un petit peu partout aussi dans le verger, en sous-étage, pour faire des taches de lumière aussi. Ok. Pour que ça, Contraste. ouais, voilà, pour que ça contraste, ça casse un petit peu le vert omniprésent. Ouais, trop bien. Ah, Et c'est aussi largement aussi bon que l'autre, même goût. Et en termes de vivace, là, on a quelque chose qui, j'espère, va me faire quelque chose cette année. C'est du gingembre myoga, gingembre ouais. vivace, dont j'attends toujours les fameux boutons floraux qui, paraît-il, sont très bons. C'est pas le gingembre classique. Non, ça c'est le rustique, c'est le vivace. Donc lui, apparemment, il se trouve plutôt bien parce que je suis parti d'une seule petite bout de racine et en 2-3 ans, j'ai ça. Alors par contre, voilà, c'est le bouton floral qui se mange et qui a ce fameux goût donc, de gingembre. Mais bon, j'attends toujours les boutons floraux, ça va venir. Comme je disais, il faut être patient, quoi. Ok, super. Bon, merci. Merci pour cette visite. Avec plaisir. On peut te retrouver du coup sur ton site internet, sur Facebook. Ouais, Facebook. J'ai un espèce d'Insta dont je me sers pas. Je suis pas mal sur LinkedIn, sur mon site. Voilà. Il y a tout. N'hésitez Ok. pas. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. À plus. Ciao. Ciao.